Bienvenue sur cette nouvelle émission Stream de la critique qu'on lance avec RP qui va vous faire aimer les lundis soirs. Donc on a lancé la revue Armes de la critique il y a quelques temps, il y a quelques semaines, début du mois d'octobre. Et donc on a maintenant un stream lié à cette revue, donc il va être un stream de théorie marxiste pour découvrir l'histoire de notre classe. Et donc on a commencé aujourd'hui par cette question très importante de l'extrême droite. De l'extrême droite et de l'expérience allemande, parce que c'est quelque chose qui évidemment nous intéresse un peu aujourd'hui, parce que vous voyez qu'il y a des partis d'extrême droite, des gouvernements d'extrême droite qui prennent le pouvoir. Il y a des partis qui montent, qui ne sont pas, mais qui en approchent. En France, on est évidemment bien placé pour le savoir. Et donc, on va essayer de parler de tout ça parce que, en fait, c'est des débats qui sont aujourd'hui, les débats qui se sont posés à l'époque, dans les années 30, en particulier en Allemagne, qui sont très actuels. Il y a beaucoup de livres. Un camarade m'a envoyé l'autre jour des catalogues des maisons d'édition, et c'est des dizaines et des dizaines de livres qui sortent sur cette période, sur la France, sur l'Allemagne, etc. Parce qu'en fait, il y a plein de questions qui se posent sur pourquoi il y a eu le fascisme en Allemagne, avant même de savoir comment il est arrivé, pourquoi il y a eu ça là, pas en France, ou en tout cas pas dans les mêmes manières en France. Ça a fait beaucoup de débats chez les historiens, dans la politique d'une manière générale, dans le mouvement ouvrier aussi. Comment il est arrivé et comment il aurait pu être empêché, ça a été d'autres débats qu'on va essayer d'aborder aussi ce soir. Mais surtout, en fait, ce que je veux essayer de montrer un peu, si on arrive à l'objectif de ce soir, c'est de montrer que de la manière dont on répond à ces questions-là, assez simples, détermine la politique aussi aujourd'hui pour lutter contre l'extrême droite notamment. Donc je vous ai prévenu, je kiffe les citations, on va commencer direct, d'emblée on va se mettre dans le bain. Il y a une citation que j'aime beaucoup de Léon Trotsky, allez, comme par hasard, ça y est, on est dedans. Dans un texte qu'il a écrit juste après en fait, la prise du pouvoir d'Hitler, où il débriefe un peu, il a beaucoup écrit des centaines de pages sur la question, on va aborder un peu de sa pensée ce soir. Mais notamment, il a discuté juste après la prise du pouvoir d'Hitler sur un fait qui peut sembler un peu paradoxal. C'est un texte, Flo peut-être pourra le mettre, pourra l'épingler après. C'est un texte qui s'appelle donc, Fascisme et mot d'ordre démocratique, qu'il a écrit en 1933. Et donc, on va rentrer par là. Trotsky dit, en fait, théoriquement, la victoire du fascisme, c'est le témoignage incontestable de ce que la démocratie, j'entends la démocratie bourgeoise, la démocratie des riches, la démocratie libérale dans laquelle on vit, a épuisé toutes ses possibilités. On est arrivé au bout, terminé, et c'était tellement... plus personne n'en voulait de ce système-là, mais c'est les fascistes qui ont réussi à le renverser, pour le dire comme ça. Et il poursuit, mais politiquement, le régime fasciste conserve les préjugés démocratiques, les ressuscite de nouveau, les implante dans la jeunesse et est même capable de leur donner pour un bref laps de temps une plus grande vigueur. C'est-à-dire de faire croire, en fait, par exemple, je sais pas, dans le fait que tu peux tout changer par le vote, des choses comme ça. Comme le fascisme, par exemple, supprime le droit de vote, supprime le vote, il peut faire croire ce genre de choses, et vous voyez qu'encore aujourd'hui, beaucoup de gens qui disent mais la démocratie bourgeoise, tu critiques, tu dis que c'est une démocratie des riches, toi t'es marxiste, mais en fait on n'a pas trop le choix parce que sinon c'est Hitler, c'est le fascisme, etc. Donc vous voyez qu'il y a une force en fait, et Trotsky finissait sa citation, il disait c'est précisément en cela, dans le fait que ça ressuscite les préjugés démocratiques bourgeois, de la démocratie libérale, que consiste l'une des manifestations les plus importantes du rôle historique réactionnaire du fascisme. Et donc en fait, évidemment, le fascisme, en fait, il écrase le mouvement ouvrier, il exécute, il emprisonne, il torture les militants ouvriers, certaines minorités. Selon les pays, c'est des minorités différentes. Les juifs, évidemment, dans le cas de l'Allemagne. Il tente de les exterminer. Mais à échelle historique, à échelle des décennies qui suivent, en fait, y compris ce phénomène, et même dans l'immédiat, il recrée beaucoup d'illusions dans cette démocratie bourgeoise, et notamment dans ses partis. Et on va voir que toute la discussion aujourd'hui sur le fait de réhabiliter des partis pourris comme le PS, comme François Hollande, au nom de lutter contre l'extrême droite, contre le fascisme, etc., ça participe en fait de ça. Donc déjà, en fait, peut-être pour commencer, pourquoi il y a eu le fascisme en Allemagne, c'est une question quand même qu'il faut aborder pas trop longtemps, mais un petit peu, parce que il y a eu beaucoup d'interprétations. Il y a eu beaucoup d'interprétations, notamment certains philosophes se sont dit bon, c'est les Allemands, ils ont un ADN de fachos, les Allemands ils sont comme ça quoi, ils mangent de la choucroute et du coup ça fait qu'ils aiment les casques à pointe et ils sont fascistes. Voilà. Mais nous en France on mange la bouillabaisse et on a les philosophes des Lumières, donc tranquille, ça n'arrivera pas chez nous. C'était des choses qui je caricature à peine, se disaient à l'époque, dans les années 30,
mais qui, y compris aujourd'hui encore, certains historiens continuent de justifier aujourd'hui qu'il n'y aurait jamais eu de mouvement fasciste en France. Et que ça, c'était bon pour l'Allemagne, pour l'Italie, mais pas pour la France, où il y avait des traditions démocratiques très fortes, etc. Bon, c'est tout à fait faux. Mais il y a des historiens, y compris des historiens allemands, qui ont essayé de trouver une justification dans l'histoire allemande pour dire que le fascisme allait arriver là-bas, parce qu'il y avait un chemin spécial. Il y a toute une école allemande d'histoire qui a appelé ça le chemin spécial, pour dire qu'il y avait une histoire du développement du capitalisme allemand qui menait tout droit au fascisme, ce qui est une bonne manière en fait d'exonérer les autres. Parce que si c'est le capitalisme allemand qui mène au fascisme, et pas tous les autres capitalismes, pas le capitalisme en général, quand t'es la France, l'Angleterre, les États-Unis, quand bien même t'as des fois beaucoup de points communs, parce que toi aussi t'es une puissance coloniale, parce que toi aussi tu commences à vouloir en finir avec les procédés démocratiques bourgeois classiques, tu te dis, nous c'était pas le fascisme. Et ça, vous voyez que c'est très fort, parce que des gens de droite extrême, radicale de l'époque, comme je sais pas, des Churchill ou des De Gaulle, apparaissent aujourd'hui pour l'ensemble de la population, et pour encore peut-être des décennies, comme des grandes figures de l'antifascisme, parce qu'ils se sont opposés dans la guerre à Hitler. Mais c'est des gens qui, dans les années 20, dans les années 30, trouvent Mussolini un exemple politique. Churchill dit que c'est l'homme politique qu'il admire le plus, c'est Mussolini, par exemple. Bon, bref. Il y a toute cette question-là. Mais donc, si c'est pas à cause du peuple allemand, si c'est pas à cause des industriels allemands plus spécifiquement, uniquement, ou si il y a eu d'autres écoles historiques ou politiques qui ont dit qu'en fait c'était un peu à cause des communistes quand même, vous voyez que la marche suivante, elle est de dire que c'est à cause des juifs, c'est à cause des victimes du fascisme qu'il y a eu le fascisme, c'est ce que disent en fait les apologues aujourd'hui du franquisme ou des dictatures sud-américaines, qui disent c'est la théorie, en Argentine ils appellent ça des deux démons, il y avait Cuba, il y avait les communistes, c'était un démon, il y avait les fascistes, il y avait la dictature militaire. Il valait peut-être, on n'avait pas le choix que de s'en remettre à la dictature militaire pour éviter le démon du communisme. Ça, c'est des choses que certains historiens, philosophes ont pu dire aussi. Mais vous voyez que donc, en fait, toutes ces questions-là, la manière qu'on a d'y répondre, elle amène directement une stratégie politique, elle amène directement une manière de voir et de lutter en fait contre l'extrême droite et ses résurgences ensuite. Il faut comprendre que l'Allemagne des années 30, en fait des années 20 et des années 30, c'était un capitalisme ultra développé. En fait, c'était la principale puissance industrielle au monde avec les États-Unis, ça se tenait, quoi. Les États-Unis avaient quand même une longueur d'avance, mais c'était quand même quelque chose d'important. Mais c'était la puissance qui avait perdu la Première Guerre mondiale, vous le savez, la guerre de 14-18, qui a imposé des conditions drastiques entre impérialistes, quoi. Les Français, les Anglais et les Américains surtout se sont pris la part du lion et ont laissé des petites bribes, voire plus rien, aux capitalistes allemands, qui se sont dit que il fallait qu'ils reprennent leur place sur le podium impérialiste. De toute façon, leur industrie le demandait, il fallait pouvoir récupérer des nouvelles colonies, des nouveaux marchés pour balancer tout ce que tu produis, quoi, l'acier, ce genre de trucs. Et pour ça, comme tu ne pouvais pas profiter de tes esclaves coloniaux, je veux dire, la France et l'Angleterre, la Hollande, la Belgique avaient tout un tas d'esclaves coloniaux dont qui pouvaient exploiter beaucoup plus durement que leur propre population et qui pouvaient permettre d'assurer un peu de droit à leur population. En Allemagne, en Italie, c'était pas le cas, et donc il a fallu, y compris plus tôt et plus vite qu'ailleurs, éteindre totalement toute forme de liberté d'organisation pour le mouvement ouvrier ou de marge de manœuvre, voire écraser totalement le mouvement ouvrier. Ça a été la mission du fascisme. En même temps, pour capter un peu d'où vient l'Allemagne, Nono demande à quel point on est autorisé à divaguer sur les questions. Je pense, allez-y, de toute façon, je vais essayer de répondre un peu à ce que je vois et j'essaierai de faire des ponts avec les trucs. Mais simplement pour que tout le monde se capte, s'imagine un peu, comprenne un peu ce qu'était l'Allemagne, pour comprendre d'où on parle. Parce que si vous vous imaginez l'Allemagne, Angela Merkel, l'Allemagne, tout le monde a des belles bagnoles et puis grosso modo vit plutôt bien, Deutsche Qualität et machin, c'est pas l'Allemagne de l'époque. L'Allemagne de l'époque, c'est un pays qui, au sortir de la guerre, a connu 5 ans de guerre civile. De 1918 à 1923, c'est une guerre civile entre la gauche révolutionnaire, le mouvement ouvrier révolutionnaire, et l'extrême droite. L'Allemagne perd la Première Guerre mondiale, etc. On reviendra d'ailleurs, je pense, sur cette question peut-être la semaine prochaine, parce que vous savez que ce sera
l'anniversaire de l'armistice de 1918. On en reparlera un peu aussi, ça va nous intéresser, ça va être très lié à cette question, mais ce sera pour la semaine prochaine. L'Allemagne perd la guerre militairement et la guerre s'arrête parce qu'il y a une révolution ouvrière en novembre 1918 en Allemagne, d'où le fait que la guerre s'arrête. Mais les généraux allemands et les capitalistes allemands vont forger une légende qui s'appelle la légende du coup de poignard dans le dos, pour dire qu'en fait l'armée allemande n'a jamais perdu le combat sur le terrain, sur le front, mais que c'est à cause des ennemis de l'intérieur et de l'arrière en fait que la guerre a été perdue, et notamment par là, qu'est-ce qu'ils entendaient ? Les rouges, socialistes, communistes, syndicalistes, et les juifs. D'où aussi toute cette hargne, toute cette volonté d'extermination de toutes ces catégories-là de la part de l'extrême droite fasciste allemande. Donc il faut bien capter ça pour capter qu'il y a eu une période en Allemagne ultra intense avec des coups d'État, des tentatives de coups d'État, de l'extrême droite, parfois on est passé très près d'une révolution aussi, de la part du mouvement ouvrier, et en même temps une période donc, qui, comme je dis, a duré jusqu'à 23, puis une période de stabilisation où les choses ont semblé repartir et il y a pu avoir un sentiment de retour à la normale, et qui là dans les années 30, vous savez, crise de 29, explosion, le vernis s'effrite et il n'y a pas de retour à la normale, on repart sur une période extrêmement dure et qui va exacerber en fait toutes les contradictions de cette société-là, et donc on va le voir avec une explosion de l'extrême droite, du nazisme, mais aussi des opportunités très intéressantes pour la gauche, et notamment la gauche révolutionnaire. Quelqu'un me demande, quand tu dis gauche révolutionnaire, c'est le KPD, le SPD, les deux, d'autres. Alors il faudra faire un stream un jour entier, et avec grand plaisir, c'est un thème que j'adore, sur la révolution allemande à partir de 18. C'est notamment en fait les franges, le KPD, c'est le parti communiste allemand, KPD. Le SPD, c'est le parti socialiste. En fait, il y a des ailes gauches de ce SPD qui sont des révolutionnaires, qui vont d'ailleurs en fait fonder notamment le KPD. Il y a des syndicalistes révolutionnaires aussi. C'est un peu tous ces courants-là, en effet, les spartakistes, comme dit Dark Ding-Dong, les premiers fondateurs du parti communiste allemand. Et en fait, si je refais un peu toute cette généalogie-là, c'est pour dire que tout ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui sur la période 33, l'arrivée au pouvoir d'Hitler, enfin 30, 31, 32, 33, ça va être lié quand même à des histoires, une histoire très récente de ces 10 dernières années qui ont été des années de lutte révolutionnaire, quoi, de 18 à 23, et qu'il va falloir les comprendre un peu, on va les aborder un petit peu pour comprendre, mais surtout comprendre que la situation était très ouverte. Si on regarde, en fait, on dézoome, parce que des fois on a l'impression qu'on apprend à l'école, ok, 14-18, l'Allemagne perd, traité de Versailles, vous savez, ce traité qui impose des conditions drastiques à l'Allemagne qui a perdu la guerre, traité de Versailles, 1929, crise, pouf, nazisme. Voilà. Emballé, c'est pesé. La réalité, c'est que la situation était beaucoup, beaucoup plus ouverte que ça, et que quand on dit l'alternative socialisme ou barbarie, communisme ou fascisme, d'une certaine manière, cette alternative était réellement posée. Elle était réellement posée d'une révolution socialiste en Allemagne. Et quand je dis guerre civile, alors guerre civile, c'est une guerre civile de classe, c'est-à-dire, en fait, oui, très concrètement, des milices, l'armée et des milices d'extrême droite qui aident l'armée, qui éteignent, écrasent, les armes à la main, les soulèvements ouvriers, les grèves ouvrières parfois, mais aussi des ouvriers qui s'arment, qui prennent les armes. C'est le cas en 1920, dans la Ruhr, il y a une armée rouge. C'est le cas toute l'année 1918, tous les ouvriers il y a des conseils ouvriers, des conseils de soldats. C'est le cas en 1923, en Bourg et dans d'autres villes allemandes où il y a une tentative de révolution communiste. Et en fait, d'une manière générale, c'est un pays où il y a beaucoup d'armes en circulation, l'Allemagne. Les gens savent aussi s'en servir parce qu'ils ont été à la guerre, et donc vous allez voir qu'y compris c'est une période de violence politique, cette période des années 30 aussi, très forte, et donc avec des aspects vraiment de guerre civile. Bon, on va rentrer vraiment dans le vif après cette longue introduction, mais pour essayer de comprendre l'Allemagne des années 30, l'Allemagne en 1930, si on la prend à ce moment-là, c'est une Allemagne qui est gouvernée par la social-démocratie, par les SOSDEM, les socialistes, les réformistes, le SPD, qui est un parti immense. En fait, on va faire plein de parallèles des fois pour essayer de comprendre, et vous allez voir dans les vidéos auxquelles on va réagir, il y a des parallèles qui sont faits. Est-ce que le SPD, c'est comme le PS d'aujourd'hui, c'est Olivier Faure? La réalité, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça, et que quand on est marxiste, on n'analyse pas juste avec le nom. Ah, il s'appelle PS, lui, il s'appelle PS aussi. On analyse avec des termes de classe. Et le PS de l'époque, le SPD allemand, c'est un parti qui est au pouvoir, c'est un parti de la bourgeoisie allemande, mais c'est surtout un parti ouvrier qui a 1 million d'adhérents.
1 million d'adhérents, et donc qui en fait, qu'est-ce que ça veut dire 1 million d'adhérents? Ça veut dire qu'il organise toute la vie politique et sociale du monde du travail. Ça veut dire que dans une ville, quand tu as un club de sport, de foot, de boxe, ou un comité des fêtes, il y a le comité des fêtes des bourgeois et il y a le comité des fêtes des ouvriers. Ça, c'est une tradition allemande. Il faut s'imaginer un mouvement ouvrier comme on ne connaît pas et comme en réalité la France n'a jamais connu, même aux plus grandes heures du PCF. C'est vraiment un parti ouvrier de masse avec beaucoup d'ouvriers, mais avec des dirigeants bourgeois, traîtres. Donc c'est une contradiction qu'on va essayer d'explorer. Salut à ceux qui arrivent. On est en train de parler donc un peu, au tout début, on parle un peu du paysage de cette Allemagne des années 30, qui est donc gouvernée par Hermann Müller, un chancelier social-démocrate, élu depuis 1928, qui gouverne en fait en alliance dans ce qu'on appelle une grande coalition avec donc des partis bourgeois de gauche et puis de droite aussi quand même. Donc voilà, c'est des gens qui sont prêts à gouverner avec la droite, soi-disant pour les ouvriers, mais qui gouvernent avec la droite. Qu'est-ce que va faire en gros ce gouvernement socialiste au pouvoir? Ils vont pas faire grand-chose pour les travailleurs. La réalité, ils vont surtout construire des croiseurs, ils vont construire des gros bateaux pour faire la guerre, ce qui va faire que les communistes feront des campagnes pour dire on veut pas de bateaux, on veut nourrir les gosses qui ne mangent pas à leur faim, les gamins d'ouvriers qui ne mangent pas à leur faim, on n'en a rien à foutre de tes bateaux pour aller faire la guerre et refaire une boucherie comme en 14. Mais donc vous voyez que le SPD est vraiment un parti de la bourgeoisie et que ça va se voir d'autant plus à partir de 1929. 1929, vous savez, énorme krach boursier aux États-Unis et crise internationale. En Allemagne, ça va être particulièrement brutal parce que l'Allemagne vivait beaucoup avec des investissements étrangers états-uniens qui sont tous repartis et donc on a des faillites massives. On a de l'inflation, on a du chômage surtout, une baisse de l'activité industrielle et un chômage incroyable, 6, 7, 8 millions de chômeurs, et avec y compris du coup un problème financier sur l'assurance chômage, que le SPD va en partie attaquer, à la demande de la bourgeoisie. Mais la bourgeoisie va être grosso modo assez insatisfaite de comment le SPD gère tout ça, et va donc faire tomber ce gouvernement Müller et nommer un nouveau chancelier qui s'appelle Brüning. Brüning, c'est un chancelier qui vient d'un parti qui s'appelle le Zentrum, le centre, c'est un parti centre catholique, et qui va être vraiment un gouvernement d'austérité. Un gouvernement d'austérité archi brutal, et ça va être le début de notre histoire. Quand même peut-être pour balayer un peu les forces en présence avant que le jeu commence, avant qu'on rentre dans les années chaudes où tout s'accélère, tout va x2. On va parler un peu des différents acteurs que vous connaissez en fait. Parti communiste, parti nazi. Quelqu'un m'a demandé en commentaire, tout à l'heure j'ai vu le DNVP. Le DNVP, ça veut dire le parti populaire national allemand. C'est un parti d'extrême droite. C'est un parti d'extrême droite dirigé par Alfred Hugenberg, qui est un magnat de la presse qui possède des milliers et des milliers de titres de presse régionale et de presse nationale, et qui va mettre allègrement au service des nazis et des propagandes antisémites et antisocialistes, anticommunistes, la plus dégueulasse et la plus mensongère, et qui a évidemment, aujourd'hui on a Bolloré en France, mais il y a des Rupert Murdoch, des trucs comme ça, Fox News et tout, qui sont pas sans faire penser à ce gars-là, qui sont pas sans faire penser au niveau de concentration incroyable des capitalistes de la presse. Et donc Alfred Hugenberg, c'est un parti d'extrême droite qui va être allié avec les nazis, qui sera ministre dans le premier gouvernement Hitler, et qui co-dirige, notamment en partie avec les nazis, des organisations, des grandes, on va dire comment appeler ça, des grandes coalitions d'extrême droite avec des milices, des organes paramilitaires, et notamment le Stahlhelm, le casque d'acier, qui est une milice d'extrême droite. À côté de ça, il faut bien s'imaginer que c'est une époque où chaque parti a sa milice par ailleurs. C'est pas un truc réservé à l'extrême droite. Le PS a ses milices, les syndicats ont leur milice, on fait des services d'ordre, mais des services d'ordre un peu adaptés aux conditions de l'époque. Le Parti communiste également. Et donc peut-être pour dire un mot quand même de ce parti communiste, le parti communiste, c'est un parti qui s'est constitué contre le parti socialiste, mais comme dans tous les pays à l'époque, après la Première Guerre mondiale, les socialistes envoient les ouvriers massivement à la boucherie, et les socialistes qui refusent de s'entre-massacrer sur les champs de bataille
vont en fait sortir du Parti socialiste et vont créer ce Parti communiste. Ça ne s'arrête pas là, puisqu'en fait le Parti socialiste, donc comme j'ai dit, il y a une révolution en Allemagne en novembre 18, le Parti socialiste va s'illustrer dans le fait qu'il n'est pas non seulement pas révolutionnaire, qu'il est juste réformiste, qu'il ne veut pas la révolution, qu'il veut des réformes, mais qui va être contre-révolutionnaire. La social-démocratie en période révolutionnaire, le réformisme en période révolutionnaire n'est pas juste pas révolutionnaire, il devient contre-révolutionnaire, puisque le Parti socialiste, qui va être en fait le parti majoritaire pendant la Révolution, va faire exécuter des communistes. Les plus connus sont Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, qui est le crime fondateur un peu de cette opposition. Avant, il y avait des oppositions théoriques et stratégiques, si on veut, entre socialistes et communistes. Ça devient des oppositions, une mer de sang, quoi. Ça devient une rivière de sang qui sépare les deux. Et donc ce KPD va se construire comme le parti révolutionnaire, comme la frange révolutionnaire, combative du mouvement ouvrier, et qui va quand même avoir quelques succès. C'est un parti qui regroupe à cette époque-là, mais pour que vous voyez aussi la différence d'adhérents, quoi. C'est un parti qui regroupe, je m'étais noté ça, qui regroupe 130 000 adhérents, 130 000 militants. Bon, quand on est adhérent du Parti communiste à cette époque-là, on n'est pas juste adhérent, quoi, genre la France insoumise, t'as cliqué sur un lien et ça y est, t'as la carte. Non. Adhérents au Parti communiste, c'est des gens qui ont une habitude de la clandestinité, qui l'ont été clandestins, qui sont prêts à y retourner, qui font face à une répression très forte dans les entreprises et qui savent diriger des grèves, etc. Donc c'est des militants forgés et très valeureux. Ils sont importants, donc ce parti-là. Ils sont organisés avec aussi une milice qui leur sert de service d'ordre, notamment face aux fascistes et aux milices d'extrême droite. Mais un parti qui doit en même temps faire face à une répression très importante des socialistes. Je l'ai dit, les socialistes, ils sont au pouvoir dans certains endroits. Je vais vous montrer une petite image, je vais vous partager l'écran pour vous montrer une image, pour vous capter un truc de l'Allemagne, en fait, qu'on ne connaît pas trop, mais qui va être important dans notre histoire. Alors, je vais vous partager mon écran. C'est donc, voilà, cette carte de l'Allemagne. En gros, vous voyez, l'Allemagne, elle est un peu plus grosse qu'à l'époque, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, elle a encore un peu changé. Mais en gros, ça, c'est l'Allemagne. Et tout ce qui est en bleu, c'est une grosse région, si on veut. C'est un État fédéral, l'Allemagne, donc il y a des États dedans. Et la Prusse, là, le gros truc en bleu qui va de partout, c'est comme s'il y avait l'Île-de-France qui allait de Nantes à Strasbourg en passant par Lyon, quoi. Ça s'appelle la Prusse, et la Prusse, elle est dirigée par les sociodémocrates. C'est un gouvernement social-démocrate. Je vous le remets comme ça, vous pouvez regarder si vous voulez. Tout ça en bleu, c'est gouverné par les sociodémocrates. Quand on dirige un gouvernement en Allemagne à cette époque-là, on a le pouvoir de la police. Il n'y a pas de police nationale, il n'y a que des polices locales. Et donc, cet État-là, qui est le plus gros, le plus riche, avec le plus d'industrie, etc., a aussi le plus de police. C'est 90 000 hommes. Et donc, c'est tout à fait important. Et les sociodémocrates vont mettre cette police pas au service du mouvement ouvrier, pour réprimer les patrons, pour imposer un pouvoir de classe ou quoi que ce soit, mais beaucoup pour réprimer. Alors bon, ils répriment un peu l'extrême droite, mais ils répriment aussi pas mal les communistes. Et notamment, pour qu'on ait un peu les cartes en main en fait pour poursuivre la discussion, le 1er mai 1929, en 1929, le ministre de l'Intérieur social-démocrate de Prusse interdit les manifestations, et les communistes disent non, nous le 1er mai on manifeste, c'est la journée internationale des travailleurs, on manifeste, et la police social-démocrate va tirer dans la foule et faire 25 morts. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de sociodémocrates qui sont dans la police à l'époque, parce que c'est une conséquence de la Révolution, on va dire. Il n'y a pas que des fachos dans la police, il y en a beaucoup, mais il y a aussi des sociodémocrates convaincus, sincères, un bon réformiste, quoi, mais flics. Bref. Et il va y avoir ça. En Prusse également, les milices du Parti communiste, ou les groupes paramilitaires, qui s'appellent l'organisation des combattants du Front Rouge, en fait c'est une organisation d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale, mais communistes, est interdite. C'était un grand projet de la droite de l'interdire, mais c'est la gauche qui va le faire en Prusse. De même, de nombreuses réunions du Parti communiste sont interdites. Donc c'est pour que vous voyez l'ambiance au sein du mouvement ouvrier. Quand tu es communiste, tu te fais réprimer concrètement par la gauche au pouvoir. Ça sera rediffusé, ouais. Il y a des gens qui posent la question, ça sera rediffusé, tout à fait.
Maintenant, donc en fait, vous voyez cette espèce de contradiction que je commençais à vous dire. Déjà, bon, le SPD, ils ont tué Karl Liebknecht, ils ont tué Rosa Luxembourg. Alors, ils l'ont pas fait de leurs propres mains, ils ont fait faire à l'extrême droite, mais c'était eux qui étaient au pouvoir, et ils ont armé des groupes d'extrême droite qui seront les ancêtres des groupes nazis pour écraser la révolution en 18, et même après, vous voyez, 10 ans plus tard, en 29, alors que dans une période plutôt à cette époque encore de stabilité, on commence à rentrer dans le dur, ils répriment en fait ce parti-là. Alors, pour rappeler les effectifs, le SPD, c'est un parti de 1 million de membres sur la période, 30-33, ils sont 1 million. Le KPD, en 28-29, ils sont 130 000. Ils vont passer à 300 000 à la fin de la période, juste avant d'être interdits par Hitler, juste avant qu'Hitler arrive au pouvoir, ils sont 300 000. Mais donc, vous voyez déjà quand même le rapport de force, c'est majoritaire. Le Parti social-démocrate est le premier parti d'Allemagne, celui qui a le plus de votants. Et donc, les ouvriers votent en majorité pour les sociodémocrates. Aux sociodémocrates, par ailleurs, il faut ajouter les syndicats, qui s'appellent l'ADGB, c'est la CGT allemande, en gros la confédération unique allemande, d'orientation social-démocrate et tenue par des sociodémocrates, qui, elle, regroupe, je n'ai pas trouvé de chiffre très clair, mais au début des années 1920, 8 millions de membres. Vous imaginez, la CGT, c'est aujourd'hui 500 000 ou 600 000 membres revendiqués. 500 000 ou 600 000 cartes. Je ne sais pas combien d'ailleurs payent leur cotisation dessus, mais là, à l'époque, les estimations les plus basses que j'ai vues de la période, c'est 3,5 millions. Donc c'est massif. C'est-à-dire la social-démocratie a 1 million de membres, mais a une influence syndicale sur 3,5 millions de travailleurs en plus, sans compter les voix qu'ils font aux élections, qui tournent autour de 8, 9 millions, 10 millions parfois, dans les élections. Bon, ça pour voir côté mouvement ouvrier. Pour parler maintenant du parti nazi. Le parti nazi, c'est un parti qui est assez insignifiant. Hitler, il a fait son coup d'État, sa tentative de coup d'État de putsch de la brasserie en 1923, c'est chier, ça n'a pas marché, il s'est fait plier. Donc, il a choisi de construire patiemment un groupe d'extrême droite pour avoir une stratégie de prise du pouvoir soi-disant légale, qui va essayer de mettre en œuvre, ou de faire croire qu'il va mettre en œuvre dans cette période. Et c'est un parti, le parti nazi, qui en 1928 a 100 000 adhérents, donc vous voyez, moins que tous les autres partis qu'on a cités avant, moins que les autres partis ouvriers, qui fait 2% aux élections, qui pèse pas grand-chose, mais qui a tout de même des forces paramilitaires bien organisées et qui surtout va connaître une croissance exceptionnelle. Donc je vous dis 100 000 adhérents en 28, en 29, 180 000, en 31, 800 000, ah tiens, et en 33, au moment de l'arrivée au pouvoir d'Hitler, 1,5 million. Donc en fait, un parti qui va grossir au point d'être plus gros que les deux partis ouvriers que j'ai cités avant, combinés. Bon voilà, je voulais faire un peu ce tour d'horizon pour qu'on comprenne un peu de quoi on parle, et peut-être même simplement pour rajouter une donnée sur les nazis. C'est pas juste un parti avec des gens qui diffent des tracts, quoi. Ils ont aussi les SA, la Sturmabteilung, la section d'assaut, qui sont leurs milices paramilitaires avec des flingues, des matraques, des fouets, qui tabassent des gens dans la rue, des gens, des syndicalistes, qui vont chercher des fois des militants chez eux, etc. Qui, fin 1930, sont 100 000 SA, et en janvier 32, donc vous voyez, un an avant qu'Hitler prenne le pouvoir, 400 000. Je pense que ça doit nous faire réfléchir aussi quand on réfléchit à aujourd'hui, les comparaisons, les analyses. Le parti nazi, à l'époque, a 400 000 miliciens armés, qui sont d'anciens combattants, qui ont connu la guerre, qui ont fait la guerre, et qui tabassent quotidiennement, agressent des juifs et des militants de gauche. Voilà, c'est la situation de l'Allemagne dans ces années 30. Et donc, Savannah me pose la question suivante, qui coule de source: comment les nazis ont grandi si vite? On va y arriver tout de suite. Peut-être simplement, juste avant ça, discuter ce qu'on entend par fascisme. Peut-être le discuter, parce que c'est un truc qui a fait couler beaucoup d'encre dans le mouvement communiste, mais qui, en fait, dès 1923, il y a eu quand même des théorisations de ce qu'était le communisme. Oui. Cyprien 666 dit qu'il faut s'entraîner au self-défense à gauche. Bon, par ailleurs, les militants communistes du Rotfrontkämpferbund, donc qui était le RFB, qui était la milice communiste, et le front de fer ensuite socialiste, savaient se la donner aussi. Enfin, ça se tenait. Les nazis dépassaient évidemment en cruauté et en agression, en agressivité les autres, mais les autres savaient très bien se défendre et les tenir en respect aussi. On va voir que c'est justement l'échec de cette période-là qui montre qu'il y a eu qui n'était pas un problème juste de self-défense. Tout le monde savait se battre d'une certaine manière, mais
Il y a comment tu utilises tes capacités et comment politiquement tu réponds. Le fascisme, en fait, si vous voulez, l'Allemagne et de toute façon toute l'Europe a connu des répressions ultra dures contre le mouvement ouvrier. Si vous regardez les canuts 1830 qui sont éclatés au canon et au fusil par l'armée française, la Commune de Paris, 30 000 morts en une semaine. 30 000 morts en une semaine. La colonisation, ce dont est capable la bourgeoisie, c'est une classe extrêmement cruelle. Comme toutes les classes dominantes, quand elles ont quelque chose à perdre, elles le défendent bec et ongle et avec des armes, et les plus létales possibles. Donc, d'une certaine manière, le mouvement révolutionnaire, quand il voit apparaître des groupes fascistes après la Première Guerre mondiale, il n'est pas surpris que la bourgeoisie soit violente et réponde par les armes à la révolution. En Russie, il y a eu des groupes, les armées blanches, qui ont fait 3 ans de guerre civile, qui ont été prêtes à foutre le pays à feu et à sang, plutôt que les ouvriers prennent le pouvoir, en 17, dans la révolution de 17. Bon, il s'est passé la même chose en Allemagne, mais avec quand même une chose différente, que déjà des militants ont constaté à l'époque, c'est que c'était pas juste une réaction des possédants. Pas juste, tu vois, le grand patron ou l'officier ou le noble qui se révolte, alors qui attaquent les révolutionnaires, évidemment il y avait ça, mais il y avait aussi des petits bourgeois, des artisans, des paysans, des petits patrons, et même parfois certains ouvriers. Il y avait une composante populaire à cette réaction d'extrême droite, qui n'en était pas moins antisémite, religieuse, ultra-religieuse, réactionnaire à tout point de vue. Mais il y avait cette composante populaire, ce qui fait dire en fait à Clara Zetkin, qui est une communiste très importante de tout le mouvement communiste, qu'il fait dès 1923 dans l'internationale communiste, qui est l'internationale de tous les partis communistes, l'internationale où il y a Lénine, Trotsky, où il y a Clara Zetkin, où il y a les différents partis communistes de tous les pays. Ils débattent dès cette année 1923 des spécificités du fascisme, et où Clara Zetkin est une des premières à constater que le fascisme ne vise pas seulement le rétablissement des vieilles classes dominantes, remettre le roi sur le trône, faire une dictature militaire un peu classique, mais qui mobilise des éléments populaires pour écraser et détruire jusqu'à la dernière trace le mouvement ouvrier. Et ça, c'est quelque chose de très différent. Et en fait, c'est quelque chose qui est tiré comme bilan de l'expérience italienne, de l'expérience de Mussolini qui prend le pouvoir dès 1922 en Italie. Ça fait dire à Trotsky aussi à cette époque-là, désolé Flo, tu pourras pas mettre la ref dans le chat parce que j'ai oublié de te la donner, mais c'est pas grave, c'est juste une petite phrase comme ça, mais oui, définit le fascisme comme une organisation de combat pour la guerre civile. Pour la guerre civile révolutionnaire, la guerre civile entre les ouvriers et les bourgeois. Les bourgeois sont prêts à armer et à financer des bandes fascistes quand les vieilles méthodes de domination ne fonctionnent plus. On va revenir un peu à notre Allemagne des années 30 pour avancer un peu dans la chronologie. Je vous ai dit, c'était un pays qui était gouverné par les sociodémocrates. Il y avait un chancelier social-démocrate qui gouvernait dans une coalition où il y avait un peu de tout, de la gauche, de la droite, et du centre, qui faisait une politique bourgeoise, un peu d'austérité, mais sans plus, qui a commencé sur la fin 1929 à faire beaucoup d'austérité, et qui donc est tombé. À cette époque-là, la bourgeoisie choisit un mec qui a été appelé le chancelier de la faim FAIM, parce qu'il allait affamer la population, Heinrich Brüning, qui devient chancelier en avril 1930. Je vais citer pas mal de dates, retenez ce que vous pouvez, on s'en fout un peu, mais surtout c'est pour comprendre la rapidité des événements. Il faut comprendre la rapidité des événements. On va parler là, ce soir, d'une durée de 3 ans, quelque chose qui dure 3 ans, à peine 3 ans en fait même. Brüning devient chancelier donc, et il va y avoir des élections, parce que Brüning va essayer de passer des saloperies, en fait, des lois hyper austéritaires, des lois qui réduisent les salaires, qui baissent le salaire des fonctionnaires, qui baissent aussi les accords de branche, tout un tas de choses, qui augmentent les impôts sur des produits de consommation de base. Donc voilà, ça nous parle, l'austérité, on voit de quoi on parle aujourd'hui, baisse des franchises médicales. Ils ont de l'inspiration, vous pouvez imaginer tout ce qu'ils ont pu réfléchir à cette époque-là. Brüning fait ça, propose un projet de loi. Mais Brüning, le problème, c'est qu'il n'a pas du tout la majorité au Parlement. Bon, ça, pareil, on connaît. Peut-être qu'il y a quelques années, il aurait fallu l'expliquer, que ça aurait été bizarre qu'il y ait un gouvernement, il n'a pas la majorité. Bon, maintenant, en France, ça fait quelques années qu'on est quand même plutôt bien habitué, malheureusement, à tout ça. Brüning va utiliser un article de loi
avec le président allemand, on va en reparler de ce mec-là, qui s'appelle Paul von Hindenburg, qui était le général en chef de l'armée allemande pendant la guerre de 14, donc en fait un Pétain allemand, qui du point de vue politique, c'est une bonne comparaison, je pense. Ils vont utiliser un article qui s'appelle le 48.2, qui est un article qui permet de faire passer une loi sans que le Parlement la vote. 48.2, ça vous dit rien? 48.2, ça peut faire évoquer un truc, faire passer une loi sans voter par le Parlement. C'est évidemment en fait l'ancêtre évidemment du 49.3 et qui a été d'ailleurs 49.3 est inspiré du 48.2 de la Constitution de Weimar. Vous allez voir que la Constitution de Weimar va être utilisée dans un sens ultra autoritaire. C'est d'ailleurs ce que montre Chapoutot en fait dans son bouquin, le bouquin de Chapoutot, Les Irresponsables. Il est très intéressant sur la montée du fascisme, etc. Mais je le trouve surtout intéressant sur la dynamique interne au régime, pas forcément sur les fascistes. En fait, justement, sur les bons bourgeois, sur les gens qui sont au pouvoir à ce moment-là, le centre, les gens, les responsables, quoi, les gens, le camp de la raison, comme Chapoutot les appelle à plusieurs moments. Cette motion, elle va passer, donc ils font passer un 48.2 au Parlement, ça passe pas. Le Parlement, SPD en tête, refuse de laisser passer cette loi et de donner des pouvoirs d'exception économiques au chancelier. Que fait le président de la République, Paul von Hindenburg? Il dissout le Parlement à l'aide d'un article qui autorise le président à dissoudre le Parlement. Autre inspiration de la Ve République, puisée à Weimar. Parmi tout l'attirail austéritaire et autoritaire dont dispose notre chère constitution gaulliste aujourd'hui. Il va faire des nouvelles élections, on va regarder ça ensemble. On va regarder le résultat des votes. Je vous ai préparé des petites pages Wikipédia pour regarder ça tous ensemble. On va regarder en 2-2, enfin on pourrait faire une longue analyse de chaque vote, mais vous allez y avoir beaucoup de votes, beaucoup d'instabilité, mais c'est surtout pour voir les grandes dynamiques. Alors donc élection législative allemande de 1930, premier parti social-démocrate dirigé par Otto Wels, qui réunit donc 8 500 000 voix, mais qui perd 5%, qui fait 24%. Donc quand même une chute importante. C'était le parti qui était au pouvoir, quand même camouflé un peu. Et la grande surprise de cette élection, le Parti national-socialiste, le NSDAP d'Adolf Hitler, qui gagne 15%, les amis. 15% en une élection. Qui était donc, vous voyez, ils font 18%, c'est-à-dire qu'ils étaient à 3 avant. Ils étaient à 3%. Ils passent à 18%, et ils gagnent, ils avaient 12 députés, je crois, un truc comme ça. Je ne vais pas dire de conneries, je crois que c'était 12. Et ils gagnent 95 députés d'une élection à l'autre. Donc, séisme. Séisme absolu. Et là, vous voyez, Savannah posait la question tout à l'heure, comment les nazis sont montés aussi fort, aussi vite. On va aller creuser sur ça. Et derrière, vous voyez quand même aussi une croissance du côté du Parti communiste, dirigé par Ernst Thälmann à l'époque, qui donc fait 4 500 000 voix, 13% des voix, qui gagne 2% et qui gagne une vingtaine de sièges. Donc on voit, en fait, c'est quoi la situation qu'on voit? C'est une situation classique dans les périodes de crise du capitalisme. Les partis de centre qui gouvernent la bourgeoisie en période de stabilité s'effondrent. C'est le Zentrum, vous voyez, ils perdent, ils stabilisent, mais ils font pas beaucoup, 11%. Le parti de centre, le monde de la bourgeoisie. Le PS, un autre parti de la bourgeoisie, mais avec une base ouvrière, perd aussi, tandis que les autres augmentent. L'extrême gauche prend 2,5%, augmente un peu, et l'extrême droite, fasciste, augmente énormément, 15% d'un coup. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la tête des dirigeants politiques, et notamment du mouvement ouvrier? Le Parti socialiste, vous l'avez vu, a fait tomber le gouvernement d'une certaine manière, puisqu'ils avaient refusé l'austérité. Ils avaient le plus gros groupe parlementaire, ils ont voté une motion de censure, si on veut, je ne sais pas si ça s'appelait exactement comme ça, mais ils refusent que ça passe. Cette fois, ils vont voir les nazis, qui viennent de prendre 15%, et ils vont expliquer qu'en fait, face aux dangers nazis, face aux dangers fascistes, il faut tolérer la politique de Brüning, la politique austéritaire de Brüning. Je vais vous montrer peut-être une photo de Brüning là, en 2-2, parce que son visage est austère aussi. Enfin, c'est vraiment toute c'est la politique, mais vous voyez le bonhomme, vous comprenez ce qui vous attend, quoi. Est-ce que je peux vous trouver ça? Hop, ouais. Là. Hop, regardez, vous voyez un peu le bonhomme, là? Regardez il se passe rien, quoi, dans les yeux. C'est vraiment, il veut te piquer ta sécu, quoi. Il y a que ça qui se passe. Donc voilà, ça c'est Brüning. Donc c'est ça qu'ils vont tolérer les sociodémocrates. Ouais, on dirait Hayek, quoi, c'est vrai, il y a un air. Ils vont tolérer ça sous prétexte qu'il y a le fascisme qui menace, et donc
on n'a pas le choix, il faut tolérer ce qui se passe. Bon, vous voyez que c'est un peu, il y a une logique à la Olivier Faure. Hein. Aujourd'hui, évidemment, on tolère Bayrou, on tolère Le Cornu, parce que sinon c'est Le Pen. Là, comme je disais, la petite différence, c'est que le PS, c'est un parti carbonisé, un parti bourgeois, qui a mené des offensives énormes contre la classe ouvrière, enfin, je veux dire, qui est un parti de la bourgeoisie, ça ne fait aucun doute, qui est tellement carbonisé qu'ils ont fait 1% aux dernières élections présidentielles, mais le Parti socialiste de l'époque a 1 million d'ouvriers dans sa base. 1 million d'ouvriers qui lui font confiance et qui pensent que c'est le parti qui va leur permettre d'avoir des bonnes conditions de vie, quoi. Donc, en fait, le SPD va expliquer que donc, les nazis sont un danger pour la démocratie, qu'il faut sauver la démocratie bourgeoise, la démocratie du capital, telle qu'elle existe, en soutenant, c'est un moindre mal, le plan d'austérité de Brüning. En le soutenant, ça veut dire en fait en ne le censurant pas. Ça veut dire qu'il vote pas pour, mais il vote pas contre. Quelle est l'attitude plus précisément peut-être pour voir des sociodémocrates à cette époque-là? Je vous ai trouvé une petite affiche électorale pour que vous captiez un peu l'ambiance. Ça, c'est l'affiche avec laquelle les sociodémocrates vont aller à l'élection en 1930. Je vous traduis en haut, il y a écrit « Ce sont les ennemis de la démocratie » et donc vous voyez représenter un nazi, un vétéran de la guerre, quoi, derrière, donc un militariste, et à gauche, tiens, une étoile rouge, un communiste. Et donc l'affiche de campagne du SPD, c'est « Ce sont les ennemis de la démocratie ». Pour en finir avec ça, vote pour les sociodémocrates. C'est avec ça que les sociodémocrates sont allés aux élections de 1930, ces élections qui ont vu donc une percée du nazisme et à la suite de laquelle ils vont soutenir les plans d'austérité de la bourgeoisie. Maintenant, bon, les socialistes, les réformistes, qui ont tué Rosa Luxembourg, qui tirent à balles réelles dans les manifestations ouvrières, etc., qui tirent tout court dans les manifestations ouvrières, on les connaît, on est surpris quand même là du degré de trahison, parce qu'on a l'impression quand même qu'ils se tirent un peu une balle dans le pied, parce qu'il va falloir faire avaler aux millions d'ouvriers, combien ils avaient là, je crois 8 millions d'ouvriers qui avaient voté pour eux, je crois que c'était un truc comme ça. Donc 8 millions d'ouvriers qui ont voté pour eux, et qui ont voté, je sais pas, pour des hausses de salaire, pour bien vivre, etc., et qui là en fait vont devoir accepter que on va soutenir Brüning, on va soutenir l'austérité. Bon, ok. Que dit pendant ce temps le Parti communiste, qui quand même a fait une bonne élection, qui quand même est ressorti avec quand même une augmentation du nombre de voix. Le Parti communiste va commencer, et en fait va poursuivre, parce qu'il le fait déjà depuis plusieurs années, expliquer qu'en fait, que les sociodémocrates sont en fait aussi des fascistes, sont des socio-fascistes. Il fallait penser au terme. C'est ce qu'ils vont défendre en fait dans cette période-là. On va s'arrêter 5 minutes quand même sur cette politique du KPD, du Parti communiste allemand, parce qu'elle est très importante. Il faut la comprendre, et c'est une des clés en fait pour comprendre la situation. En effet, on va discuter sur cette question-là avec la PADU Team après. Ça va être un des sujets. En fait, le KPD, il faut toujours comprendre le mouvement communiste. On ne peut pas le comprendre d'une manière juste nationale, en général. Ça sert à rien. Le mouvement ouvrier, il est international. Il y a une internationale communiste, et il faut réfléchir à l'échelle internationale les dynamiques du mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier à cette époque-là, l'internationale communiste à cette époque-là, elle est à partir de 1928 dans une lutte politique interne très importante, puisque ça va être le moment où Staline va s'imposer. Staline n'est pas que Staline, Staline et sa clique, la bureaucratie autour de Staline, va prendre définitivement la main dans l'internationale communiste en éliminant une fraction de l'internationale communiste avec laquelle il s'était allié auparavant. Je vous explique en très grande ligne, mais Staline avait en fait réussi à exclure Trotsky du parti, à minoriser l'opposition de gauche autour de l'année 1923-1924 et les années suivantes, en faisant une alliance plutôt avec un autre bolchevique très connu, très important, qui s'appelle Nikolaï Boukharine, avec qui il s'était appuyé sur une aile plutôt droitière. C'était une aile plutôt à droite. Il y avait une opposition de gauche qui était incarnée par Trotsky. Staline incarnait toujours plutôt une position de centre. Boukharine était plutôt une orientation droitière, qui en gros, à échelle internationale, c'était l'idée qu'il fallait faire plus d'alliances avec la social-démocratie. Alors pas d'alliance gouvernementale. On ne sait pas à droite à ce point, c'est à droite pour l'internationale communiste.
C'est pas le NFP, encore, ce qu'il proposait. Ça viendra, mais pour l'instant, non. Mais plus de front unique, on reviendra sur cette idée de front unique, plus d'alliance dans les luttes avec la social-démocratie, mais qui avait une tendance à beaucoup s'adapter à la social-démocratie, à la bureaucratie syndicale, ce que les trotskistes, qui ne s'appelaient pas encore trotskistes d'ailleurs, c'était une insulte que les staliniens avaient inventée, trotskistes, eux se disaient bolcheviques léninistes. Les trotskistes critiquaient beaucoup ça, ils disaient il faut en effet faire des alliances, l'unité du mouvement ouvrier dans la lutte, c'est important, mais pas à n'importe quelle condition. Bon, ça a été une des polémiques. En cette année 1928, Staline va rompre avec Boukharine et il va mener une lutte fractionnelle extrêmement importante contre Boukharine. Boukharine, c'est pas n'importe qui, c'est le président de l'Internationale communiste. Ça veut dire que Boukharine, si tu veux l'éliminer politiquement, il l'éliminera physiquement plus tard. Boukharine mourra pendant les procès de Moscou. Enfin, mourra, sera exécuté par Staline, à l'image de tout bon bolchevique qui se respecte. Boukharine, il a des réseaux, des liaisons, des supporters, enfin des sympathisants, je sais pas comment dire, des gens qui soutiennent sa politique, à la tête de tous les partis communistes. Donc il faut mener une lutte politique dans chaque parti communiste pour réussir à imposer cette ligne-là. En Allemagne, il va donc y avoir un tournant depuis une période. La politique du Parti communiste allemand, si vous la regardez sur toute la période, sur les 10-15 ans, c'est des zigzags en permanence. Entre d'un coup, une politique qui tourne plus à droite, puis qui fait des erreurs, et donc coup de braquet, on part à gauche toute, mais d'une manière ultra gauchiste qui va beaucoup trop loin, puis du coup on fait un autre braquet dans l'autre sens, qui ont été très critiqués par beaucoup de révolutionnaires, où en général il y avait une logique que quand la direction a fait une erreur, comme c'était beaucoup lié aux luttes internes aussi en Russie, autour de Staline et d'autres, on liquidait la direction, on les enlevait, on les envoyait à Moscou, et puis ils faisaient leur vie là-bas, mais on les changeait entièrement, ce qui faisait qu'il n'y avait pas une direction qui émergeait en accumulant de l'expérience, ce qui veut dire aussi accumuler des erreurs, et qui se forgeait dans la lutte. Il y avait un rapport très, je sais pas, bonne note, mauvaise note, quoi. T'as fait une erreur, tu sautes. Comme ça, le prestige des dirigeants qui t'avaient soutenu à Moscou n'est pas entaché. Ça a été la manière dont a été conduite pour beaucoup le KPD. Et donc, on va se retrouver avec donc une orientation ultra-gauche dans le KPD, comme partie de cette lutte fractionnelle interne à l'Internationale communiste contre la droite de Boukharine. Donc, il y a cette explication-là de la politique du KPD qui trouve ses raisons dans le mouvement communiste international. Mais il y a aussi une analyse, tout ça part d'une certaine analyse aussi. À partir de 1928, l'Internationale communiste commence à estimer que la période de stabilisation du capitalisme, elle va passer. C'est ce qu'on appelle la troisième période. En gros, il y a eu une période, à partir de 1917, de la Révolution russe, qui a été une période d'offensive révolutionnaire, qui s'est terminée avec 1923, un échec de la Révolution allemande. De là, une période de stabilisation. Dans toute l'Europe, les capitalistes se reprennent, l'économie repart, la crise, en gros, le gros de la crise est passé, on reconstruit ce qui a été détruit pendant la guerre, donc ça part, ça roule bien. Et puis, à partir de 28, il commence à y avoir des symptômes qui en fait vont se révéler surtout en 29, que cette stabilisation est passée et que le capitalisme connaît de nouvelles convulsions économiques, politiques, militaires, géopolitiques, etc. Le problème, c'est que l'Internationale communiste va tirer comme bilan que cette crise-là va précipiter la révolution de manière quasiment mécanique, quoi. Crise égale révolution, et que donc les masses vont être prêtes à la lutte de plus en plus radicale, etc., et qu'il ne faut plus faire aucune alliance, même tactique, même de lutte, même défensive, ou même de manifestation commune, par exemple, avec la social-démocratie, que les masses vont quitter, puisque les masses vont se radicaliser sous le coup de la crise. C'était le schéma interprétatif de l'Internationale communiste. Les masses vont se radicaliser, elles vont quitter les partis socialistes dans le monde entier, elles vont rejoindre d'elles-mêmes les partis communistes. En même temps, il y a une analyse aussi assez complètement fausse, qui est de dire que toute la bourgeoisie, dans cette période-là de crise, va devenir fasciste. Et là, c'est très important, parce que vous voyez que toute la bourgeoisie va devenir fasciste. Ça veut dire que tu ne fais pas de distinction entre l'aile de la bourgeoisie qui veut encore gouverner, encore t'exploiter par les méthodes démocratiques, mais donc où elle te cède quelques libertés d'organisation, d'organisation du mouvement ouvrier, et l'aile de la bourgeoisie qui est convaincue qu'elle a besoin du fascisme et que donc il faut réduire, éradiquer le mouvement ouvrier. De ne pas faire cette distinction-là va faire que les staliniens, en fait, de cette époque,
ont donc considéré que comme toute la bourgeoisie devient fasciste, bien les sociodémocrates, donc qui ont des millions d'ouvriers derrière eux, les sociodémocrates étant de fait gouvernants pour la bourgeoisie, sont en fait une aile gauche du fascisme. Et donc on va entendre beaucoup ces expressions dans la presse communiste de social-fascisme, aile modérée du fascisme, frère jumeau du fascisme, qui va en fait caractériser la politique du Parti communiste allemand. Donc vous voyez qu'en fait là, si on résume, on a un parti socialiste qui t'explique qu'il faut soutenir la bourgeoisie qui fait l'austérité pour défendre la démocratie contre les deux extrêmes que sont les communistes et les nazis. De l'autre, on a un parti communiste qui t'explique que de toute façon c'est quasiment déjà le fascisme, que toute la bourgeoisie elle est fasciste, que qu'est-ce que ça change d'avoir faim sous Brüning qui fait des 49-3, 48-2 en Allemagne à l'époque, ou de mourir de faim sous Hitler puisqu'on meurt de faim, et que donc on s'en fout, c'est tous des bourgeois, fascistes ou pas fascistes, ça change rien. Je pense aujourd'hui, vous voyez qu'il y a quand même surtout l'idée aujourd'hui que comment dire, le réflexe naturel aujourd'hui, il faut l'unité. Mais l'unité avec tout le monde, quoi. Genre vraiment, tu questionnes pas, on fait l'unité, François Hollande, il vient, c'est super, etc. face à l'extrême droite. À l'époque, il y a une option, donc c'est ce que dit en fait ça le SPD, il faut faire l'alliance avec n'importe qui, avec la bourgeoisie, tous ceux qui veulent, même la droite qui nous fait l'austérité, allez tous ensemble, on est ensemble contre le fascisme et l'extrême droite. Ça, c'est la position du SPD de l'époque. Il y a une position qui n'existe plus tellement aujourd'hui dans le débat politique, parce qu'elle est assez absurde, il faut dire, c'est celle du Parti communiste, donc, que j'essaie d'expliquer. Qui va refuser les alliances tactiques avec les sociodémocrates, y compris avec les ouvriers sociodémocrates, au nom d'une caractérisation selon laquelle les sociodémocrates sont aussi des fascistes. Et vous voyez qu'il peut y avoir quelques... Je vous ai expliqué, le Parti social-démocrate fait tirer dans les manifestations communistes, par exemple. Parfois, il y a des manifestations communistes qui ont été réprimées par balle par les sociodémocrates. La grande distinction qu'il faut faire sur cette question du fascisme, c'est que la bourgeoisie, elle a toujours une tendance à réprimer, et même durement et très durement, l'avant-garde du prolétariat, les secteurs les plus organisés, les secteurs les plus révolutionnaires. Le fascisme n'est pas seulement la répression du mouvement le plus radical, le plus avancé, c'est la destruction de tout mouvement ouvrier, jusqu'au dernier syndicaliste, jusqu'au dernier social-démocrate y compris. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Vous voyez qu'à cette époque-là, la social-démocratie, elle repose pour exister politiquement, pour maintenir sa petite bureaucratie, pour maintenir ses petits intérêts sur la classe ouvrière. Mais le fascisme, à l'inverse, lui, s'appuie sur la petite bourgeoisie pour la mobiliser, la petite bourgeoisie radicalisée, parce qu'elle a tout perdu dans la crise, parce que vous voyez, les agriculteurs aujourd'hui qui risquent de perdre là. Bon, c'est pareil, et c'est même pire, bien pire, à l'époque en Allemagne. La social-démocratie, son terrain d'action, c'est pas les grèves, c'est pas les luttes, c'est le parlementarisme. Le fascisme est contre le parlementarisme. Le fascisme, son mot d'ordre, les banderoles avec lesquelles les SA manifestent en Allemagne, c'est « mort au marxisme ». À l'époque, marxisme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire SPD et KPD, socialistes et communistes. Et donc, le programme, la promesse que font les fascistes, c'est d'exterminer jusqu'au dernier de ce qui paraît pour eux des rouges. Les rouges et les juifs, les judéo-bolcheviques, c'est pareil pour eux. Et donc, ça, vous voyez que il y a une contradiction irrésoluble entre les deux. Le Parti social-démocrate est un serviteur zélé de la bourgeoisie. Je pense que là, je l'ai bien rappelé. J'ai d'autres exemples dans ma besace, si vous en faut. C'est un serviteur zélé de la bourgeoisie. Il a sauvé la bourgeoisie de la révolution en Allemagne. Quel plus grand cadeau il pouvait lui faire. Désormais qu'il y a la menace du fascisme, ils sont prêts à soutenir la politique austéritaire de la bourgeoisie. Donc c'est vraiment un parti de la bourgeoisie, ce Parti social-démocrate, avec une base ouvrière. De l'autre côté, les nazis sont aussi des gens qui veulent servir la bourgeoisie. Les nazis, leur programme, c'est qu'il n'y ait plus aucune pression sociale sur l'économie. C'est que l'économie puisse se libérer. La promesse que fait Hitler, et qui fait que, par exemple, il fait la une du Time quand il va être chancelier, ou qu'il y a la bourgeoisie internationale qui le regarde quand même avec un peu d'intérêt, c'est qu'il promet de protéger les investissements faits en Allemagne. Investisseurs de tous les pays, venez chez nous. Venez chez nous. Il n'y aura plus de syndicats, il n'y aura plus de socialistes, il n'y aura plus de communistes. Il n'y aura plus d'accords d'entreprise, d'accords de branche, il n'y aura plus de salaire minimum. Le premier qui la ramène, on le fout dans un camp de concentration. C'est ça le fascisme. Bon, est-ce que ça c'est le paradis pour la bourgeoisie ? D'une certaine manière, oui, là, juste posé comme ça. Le problème, c'est que pour arriver au pouvoir et écraser un parti ouvrier comme le SPD qui fait 1 million, un parti ouvrier comme le KPD qui fait 300 000,
et plein d'ouvriers inorganisés, mais avec une culture de classe et une combativité, c'est-à-dire un peuple et une classe ouvrière qui ont connu une période révolutionnaire il y a moins de 10 ans. C'est pas gratuit de faire une dictature militaire fasciste, comme ça. Et donc, en fait, ça va être toute l'hésitation de la bourgeoisie à l'époque. Est-ce qu'on a suffisamment écrasé la classe ouvrière pour qu'elle ne se défende pas si on décide d'utiliser notre ultime carte qu'est le fascisme? Vous voyez qu'y compris le fascisme, c'est coûteux pour la bourgeoisie. Bon, c'est coûteux. L'exemple espagnol est génial. Il y a eu un coup d'État fasciste, il y a eu 3 ans de guerre civile et une révolution en Espagne. Ça a été le prix. Alors, ils ont eu de la chance, ils ont gagné. Mais si la guerre civile avait été remportée par les travailleurs, il y aurait eu une révolution en Espagne. Donc c'est un peu qui tout double, c'est un peu la carte de la dernière chance. Le fascisme, et c'est vrai qu'en général, la bourgeoisie, elle préfère gouverner par des méthodes démocratiques, où il n'y a pas une guerre civile ouverte, où elle peut exploiter la classe ouvrière par des méthodes légales, autorisées, où même les gens trouvent ça ok. J'avais qu'à mieux voter aux élections, j'espère qu'on votera mieux aux prochaines élections. Vous voyez, c'est ça la démocratie bourgeoise, où le fascisme sont des régimes qui sont toujours au service de la bourgeoisie, mais qui gouvernent selon des méthodes très très différentes, et selon des appuis sur les classes très différents. La démocratie bourgeoise, c'est en faisant qu'une partie du peuple, des travailleurs, trouve certains intérêts à poursuivre ce régime, à accepter d'être exploité au quotidien, à accepter de devoir se vendre à des patrons, avec l'expérience que peut-être leur mode de vie va s'améliorer. Le fascisme, au contraire, c'est écraser le mouvement ouvrier, ne plus lui laisser aucune marge de manœuvre et gouverner contre lui. Bon, ça pour faire cette différence-là, mais donc vous voyez qu'en fait, même le réformisme, il est dans une situation de merde en vrai. Le SPD, ils sont dans la merde en Allemagne. Parce que le SPD, ils ont 1 million d'ouvriers. Ils ont un parti communiste qui pousse à gauche, qui est un autre parti, qui dit aux gens, nous sommes le vrai parti de la classe ouvrière, nous sommes les révolutionnaires, vous êtes des traîtres, vous avez tué Karl Liebknecht, Rosa Luxembourg, vous nous réprimez, vous voulez pas lutter, etc. Et donc, en fait, les réformistes, ils appuient la politique de la bourgeoisie à l'époque. Mais vous voyez que pour survivre, la bourgeoisie, elle est en train de se radicaliser. Elle est en train de demander de plus en plus aux sociodémocrates de sacrifier leurs propres ouvriers, de soutenir des politiques anti-ouvrières, et elle les menace du fascisme, c'est-à-dire de l'extermination. Ça veut dire que le réformisme, pour se sauver lui-même, il va devoir, en fait, y compris s'attaquer à la bourgeoisie, chose qu'il n'a absolument aucune envie de faire et qu'il déteste. Ça crée une contradiction, mais qui est de l'or en barre pour les communistes. Là, c'est l'autoroute pour démasquer et pour faire des alliances défensives, pour dire aux ouvriers sociodémocrates, regardez, nous, on est prêts à faire la grève contre l'austérité de Brüning, on est prêts à vous défendre contre les fascistes. Mais vos dirigeants sociodémocrates ne sont pas prêts à faire ça, parce qu'ils ne veulent pas se fâcher avec la bourgeoisie. Nous, on veut se fâcher avec la bourgeoisie, on veut même la renverser. Peut-être toi, tu n'es pas encore convaincu, mais on va te prouver, nous, communistes, que qu'on est prêt à se battre avec toi dans la lutte, parce qu'on est travailleurs tous, mais que si tu veux vraiment défendre ton beefsteak et même ta vie face au fascisme, c'est pas avec les sociodémocrates qu'il va falloir le faire. C'est une autoroute toute tracée pour convaincre massivement les millions d'ouvriers qui votent encore sociodémocrates. Le KPD va faire une politique totalement inverse. Le KPD va répéter pendant toutes ces années que les socialistes sont en fait des sociofascistes. Ils vont dire, vous soutenez Brüning qui est fasciste, tout le monde est fasciste, tout le monde il est fasciste, la gauche elle est fasciste, la droite elle est fasciste, c'est que tout ce qui est bourgeois, tout ce qui n'est pas le Parti communiste est fasciste, c'est ce que dit le Parti communiste, qui est une erreur théorique énorme, et on va le voir. Trotsky, à l'époque, il utilise plutôt une autre catégorie pour parler de Brüning, pour parler des bourgeois autoritaires mais qui ne sont pas fascistes. Il utilise le terme de bonapartisme. Bonapartisme, alors qui est inspiré de Napoléon Bonaparte, etc. Bon, on pourrait réexpliquer, je réexpliquerai s'il y a besoin. Mais pour vous dire en un mot ce que c'est cette idée, c'est de dire qu'à des moments, la bourgeoisie, elle ne peut plus se permettre les méthodes démocratiques où elle lâchait quelques acquis aux travailleurs qui soutenaient des partis bourgeois, quoi. T'es travailleur, tu soutiens le parti social-démocrate qui fait la politique de la bourgeoisie, mais en échange, peut-être, tu auras une évolution de carrière, tu vas bien manger à la fin du mois, et tu auras un salaire à peu près maintenu et des conditions de travail à peine décentes, mais bon, voilà, ce ne sera pas l'horreur. Vous voyez que Brüning, il leur promet la guerre. Brüning, il leur dit, on va tout vous reprendre. Le chômage, il y a 8 millions de chômeurs à l'époque, on va vider les caisses du chômage. On va baisser les salaires. On va faire une politique d'austérité. Donc, il s'assoit sur le fait de pouvoir compter sur la classe ouvrière pour gouverner. En même temps, Brüning, à l'époque, il explique aussi que lui, il veut lutter contre les nazis, qu'il veut défendre la démocratie. Et donc, ça va faire que il va essayer de s'appuyer un peu en équilibriste sur les deux pôles de la société, entre la classe ouvrière et la réaction,
pour tenir en équilibre, et pour tenir en équilibre, en fait, avec très peu de base, mais en profitant du fait que la corde est extrêmement tendue, et que donc il peut tenir entre les deux. Brüning, c'est quelqu'un qui va avoir tout le temps la minorité au Parlement, mais qui va tenir uniquement parce qu'il va être toléré par la social-démocratie. Et c'est quelqu'un qui, donc, s'il n'a pas de parti, s'il n'a pas de masse qui le soutienne, il n'y a personne qui veut voter pour lui, tout le monde le déteste, ce mec. Les nazis le détestent, la gauche le déteste, même ses propres partisans le kiffent pas plus que ça. Il va pouvoir se maintenir au pouvoir uniquement grâce au 49-3 à l'allemande, comme on a dit, qui s'appelle le 48-2, et par des moyens policiers et militaires. Et donc, voilà, on dirait Macron, ouais, ça ressemble beaucoup à Macron, qui n'a pas grand-chose, il n'y a pas grand monde qui le kiffe, ce mec, mais il profite de la tension dans la société, entre les pôles à gauche, à droite, cette polarisation-là, et en s'appuyant beaucoup sur des moyens policiers. Des moyens policiers, et pour Macron aussi, sur tout l'attirail, l'arsenal antidémocratique de la Ve République. Mais c'est une comparaison qui vaut le coup. Je rebondis juste sur une question que quelqu'un pose dans le chat qui est très intéressante. Je vais pas être trop long, on en reparlera après, mais qui demande si la politique austéritaire voulue par Brüning, c'est une réponse au traité de Versailles. Oui et non. Plutôt non. Parce que le capitalisme allemand se portait comme un charme pendant quelques années auparavant. Mais c'est plutôt une volonté de maximiser les profits des capitalistes allemands, mais surtout de se préparer à une offensive contre le traité de Versailles. La bourgeoisie allemande, elle a une idée en tête, c'est de reprendre la partie qu'elle a perdue en 14-18. Ça peut être par les moyens de la guerre, ça peut être par les moyens de la diplomatie, ça peut être par d'autres moyens, mais pour faire une bonne diplomatie capitaliste, il faut avoir une grosse armée. Et donc, il faut notamment se réarmer. Et se réarmer, vous savez, on en parle aujourd'hui, ça coûte du pognon qui se trouve dans les caisses d'assurance chômage, dans les caisses d'assurance maladie, et qu'il faut piquer aux travailleurs. Ça veut dire aussi qu'il faut... La politique de Brüning, elle est aussi pour faire face à la crise économique très forte qui se passe, mais pour ne surtout pas toucher à la richesse des grands capitalistes allemands. Par exemple, sur la question du traité de Versailles, parce qu'il y avait des réparations, c'est très juste, tu fais bien de le mentionner, il y avait des réparations que l'Allemagne devait payer, des réparations de guerre complètement hallucinantes, jusque dans les années 1990, c'était une folie. Le Parti communiste, au début des années 20, avait une politique pour ça, il disait « Ok, on n'a qu'à prendre les richesses de la bourgeoisie et on réparera les choses qui ont été détruites pendant la guerre grâce à ça. » Ils n'avaient pas une politique de dire « L'Allemagne est un pays... pauvre petite Allemagne, pauvre petit capitaliste allemand qui sont opprimés par le traité de Versailles. » Il disait que le traité de Versaille était une saloperie impérialiste, mais il ne l'utilisait pas comme un prétexte, ce que font les nazis, pour dire tous nos malheurs ne viennent pas des capitalistes, mais viennent du traité de Versailles, viennent des étrangers, etc. Mais ça va être une question importante pour plus tard. On la met de côté, mais importante. Mais il y a un épisode très intéressant, et qui va nous intéresser au premier chef pour avoir des leçons politiques aujourd'hui. C'est la question de la réélection, de l'élection présidentielle de 1932. Alors, on a parlé tout à l'heure de ce Paul von Hindenburg, qui était un monarchiste en fait allemand, von Hindenburg, donc de Hindenburg, un noble, un général qui a dirigé l'armée allemande en 14-18, donc a envoyé des millions d'Allemands se faire étriper, et étriper des millions de Russes, de Français, de Belges, d'Anglais, d'Américains, etc. Bref, un Pétain à l'allemande, comme je disais tout à l'heure. Et il était président depuis 1925. Et donc 1932, bim, se présentent de nouvelles élections pour savoir qui sera président. J'ai oublié de vous les afficher, je vais les mettre juste ici parce qu'elles sont intéressantes. Vous vous souvenez donc que là, le Parti socialiste, ils sont dans une logique moindre mal. Le moindre mal, c'est-à-dire on soutient le centre droit ou la droite pour éviter le fascisme. Ils vont aller plus loin pendant cette élection-là, puisqu'ils vont carrément pas présenter de candidat. Et ils vont appeler à voter pour ce président monarchiste qui, en fait, utilise des 49.3 à répétition et dissout le Parlement quand il n'est pas content. Voilà, je vous mets la scène partagée. Alors ça se joue en 2 tours, cette élection allemande. Et donc au premier tour, il y a 4 candidats. DNVP, eux c'est des fachos, quoi. Enfin, oui, c'est de l'extrême droite. Vous voyez le mec, il est en uniforme. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, je vous le dis, il est en uniforme. Le KPD se présente, les communistes, les nazis, et ce Paul von Hindenburg qui est déjà président, extrêmement autoritaire, militariste, et qui donc va cette fois bénéficier non pas du soutien de la droite, qui va se porter majoritairement sur Hitler, mais qui va bénéficier du soutien de la gauche et du centre.
qui va bénéficier du soutien des socialistes, qui ne vont présenter personne pour mettre au pouvoir ce président démocrate qui a si bien respecté la Constitution et qui, spoiler alert, dans moins d'1 an, va nommer Adolf Hitler chancelier du Reich. Et donc les sociodémocrates ont fait campagne et ont fait élire l'homme qui va remettre le pouvoir formellement. On va voir qu'il y a beaucoup d'autres qui ont donné le pouvoir à Hitler, mais notamment ce mec-là. Ça a ouvert des débats, cette question, puisque vous voyez qu'au premier tour, donc il fait 49%, il est quasiment élu, 49,5%, mais il ne gagne pas. Hitler fait 30% et Ernst Thälmann fait 13%. C'est la seule candidature ouvrière, la seule candidature de gauche. Et à l'époque, il y a beaucoup de débats sur est-ce qu'il faut présenter ou pas justement ce Ernst Thälmann, qu'est-ce qu'il faut présenter à gauche, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt présenter se désister, en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt, je sais pas, trouver une candidature commune à gauche, quoi, qui pourrait, au moins, on ne vote pas pour un mec de droite au premier tour, après on se désiste, etc. Bon, il va y avoir beaucoup de questions, et des questions qui font encore débat aujourd'hui. Par exemple, Chapoutot le discute pas mal dans son bouquin, et vous voyez qu'au deuxième tour, Ernst Thälmann y reste. Ernst Thälmann, il se présente toujours. Alors il va perdre quelques voix, parce que donc, il y a eu un phénomène de vote utile, je pense clairement, qui allait à Hindenburg. En même temps, il n'avait aucune chance d'être élu. Je pense que les militants communistes n'étaient pas des électoralistes finis. J'en entends des fois qui comparent le KPD à Mélenchon ou à LFI pour faire un peu, vous voyez, un parallèle, genre le SPD c'est Olivier Faure, on a vu il n'a pas d'ouvriers Olivier Faure, eux ils en ont 1 million, donc ça change quelques trucs, et le KPD du coup c'est Mélenchon. C'est pas très respectueux pour les militants du KPD de l'époque de dire ça, franchement. Si vous disiez au KPD que le mec il soutenait un ministre de Mitterrand, ils auraient vraiment pas kiffé. C'est des révolutionnaires purs et durs, les militants du KPD de l'époque. C'est pas des mecs qui te disent je vais respecter la Constitution, chers collègues de l'Assemblée nationale. C'est pas cette ambiance-là. Et puis surtout, ils veulent renverser le capitalisme, ils veulent pas faire un programme simplement avec quasiment pas de nationalisation, comme c'est le programme de Mélenchon. Enfin, Mélenchon, c'est un programme en deçà de ce qu'était Mitterrand, vous le savez, on le répète souvent, mais vraiment, ça n'a rien à voir. Bon, bref, on reviendra sur ça. Il est maintenu au second tour, et ça va être critiqué par même certains socialistes de gauche ou communistes plus à droite, qui vont dire il aurait dû se désister, c'est irresponsable, etc. Et je trouve que c'est intéressant de réfléchir à comment Trotsky posait cette question. Parce qu'il y a un texte qui s'appelle « La révolution allemande et la bureaucratie stalinienne ». C'est une grosse brochure, je crois qu'il doit faire 70-80 pages, un petit livre, quoi, où il discute de toute la situation allemande. C'est très intéressant, si vous avez le temps de le lire, vraiment essayez de le lire, et j'espère qu'on donne quelques billes ce soir pour essayer de comprendre la situation concrète, en fait, de laquelle il discute, parce que des fois il y a des noms, des événements, il faut les capter. Pour lui, Trotsky et ses partisans, ils sont déjà exclus du Parti communiste à l'époque, mais il va considérer qu'il faut voter absolument pour Ernst Thälmann, il faut voter pour le Parti communiste, et il faut... l'élection présidentielle, elle ne sert pas à grand-chose. Selon lui, elle sert surtout à compter ses voix. Il y en a qui disent à l'époque, en gros, il faudrait un candidat uni de la gauche qui lutte en dehors des élections, etc. Enfin, il faudrait que toute la gauche s'unisse. Et je vous cite, il le dit comme ça texto, il dit le parti communiste n'a pas le droit de renoncer à mobiliser ses partisans et à compter ses forces lors des élections. Une candidature du parti qui s'oppose à toutes les autres candidatures ne peut en aucun cas constituer un obstacle à un accord avec d'autres organisations pour les objectifs immédiats de la lutte. Vous voyez qu'il sépare la question électorale de la question de la lutte. Pour lui, la question électorale, il pense pas que c'est ça qui va empêcher le fascisme. Parce que si tu veux empêcher le fascisme avec des bulletins de vote, t'as intérêt à prendre du papier assez épais pour résister aux balles. Plusieurs bulletins de vote, peut-être. Mais vraiment, il pense la question... Trotsky, il explique que la résolution de la situation en Allemagne avec cette montée du fascisme, elle va se résoudre dans la lutte, par le conflit de classe, pas par une élection. Et donc une élection, elle est là pour voir un thermomètre social, comme un gros sondage si vous voulez, mais pas plus que ça. Et je trouve que ça c'est hyper intéressant parce que Trotsky à l'époque, il va batailler inlassablement contre la politique sectaire des communistes. Les communistes ne veulent pas faire d'alliance, même tactique, concrète à ce moment-là, avec les socialistes. Et Trotsky va leur reprocher en permanence, batailler. Les staliniens, en revanche, vont lui dire, toi Trotsky, en fait, vous voyez, c'est qu'un sale social-démocrate, voire même un social-fasciste.
il nous dit que Brüning, il n'est pas fasciste, c'est qu'il blanchit Brüning, il nous dit que les sociodémocrates ne sont pas des sociofascistes, qu'il faut qu'on s'allie avec eux, c'est peut-être lui-même un social-fasciste, etc. Et donc souvent, aujourd'hui, on a des gens trotskistes qui ont mal lu Trotsky ou anciens trotskistes qui nous disent il faut le NFP, il faut faire le NFP, Trotsky, il a dit qu'il fallait que la gauche soit unie, et donc il faut voter pour, je sais pas, Lucie Castet, la gauche de Poutou à Hollande, bon, vous choisissez la formule. Et je trouve ce texte très intéressant parce que Trotsky explique précisément que non. Dans une élection, tu votes pour le programme politique que tu défends, en l'occurrence le programme communiste, le drapeau du communisme, il dit à l'époque. Et je trouve cet épisode intéressant parce que bon, il montre toute la compromission folle des sociodémocrates qui vont voter pour un maréchal monarchiste qui va remettre les pouvoirs à Hitler, mais où du coup ça ne veut pas dire que, enfin justement, Trotsky il est contre cette logique et ce qu'il oppose au front électoral. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde ne pense la politique et la lutte des classes que par les élections. Dehors des élections, pas de salut. Donc unité veut dire unité dans les élections. Non, vous voyez, Trotsky, il est contre ça. Il est contre ça. Par contre, il est pour l'unité dans les actions, dans la grève, dans les mobilisations, dans les actions de défense et de lutte contre les fascistes. Et il va proposer justement, il va batailler pendant toute cette période pour une politique de front unique. De front unique, qu'est-ce qu'il entend par là ? Ça veut dire se mettre d'accord sur des objectifs concrets avec toutes les organisations ouvrières. Par exemple, la défense d'un local, la défense d'une grève, ou pour une grève, pour des objectifs, je sais pas, augmentation de salaire dans tel secteur, ou des choses comme ça, et y aller ensemble, et faire une proposition, et permettre de cette manière de démasquer ceux qui veulent lutter et ceux qui ne veulent pas lutter. Où il explique, en gros, il le dit très clairement, la politique de front unique a pour rôle de séparer ceux qui veulent lutter de ceux qui ne le veulent pas. Très clair. On propose aux sociodémocrates, luttons ensemble contre le plan de Brüning. Bon, mais les sociodémocrates sont en train de le soutenir au Parlement, ce plan. Mais peut-être que parmi la base des sociodémocrates, il y a des syndicalistes sincères, des militants ouvriers qui disent « mais c'est mort, jamais de la vie, on va se laisser faire comme ça. On va lutter ensemble et on est prêt à le faire. Même avec les communistes, on n'est pas d'accord, on passe notre temps à s'insulter. Bon, mais ça, c'est pas très grave, on a des désaccords, il y a deux partis. C'est comme ça. Mais on se retrouve dans la lutte pour lutter contre l'austérité et pour lutter contre les fascistes qui veulent nous assassiner tous les deux. Donc voilà, le Front unique sépare ceux qui veulent lutter de ceux qui ne le veulent pas. Et il poursuit de pousser en avant ceux qui hésitent et enfin de compromettre les dirigeants capitulards aux yeux des ouvriers et par là d'augmenter la combativité de ces derniers. Parce que Trotsky, quand il dit que les communistes doivent faire une alliance avec les sociodémocrates, il s'en fout des dirigeants sociodémocrates, des ministres sociodémocrates. Lui, il pense aux millions d'ouvriers qui votent sociodémocrates, qui sont encore convaincus qu'il faut défendre la démocratie bourgeoise, la démocratie du capital. Et en fait, vous voyez que le Parti communiste, en ayant cette politique de dire les sociodémocrates sont des sociofascistes, on veut bien qu'ils luttent avec nous, mais s'ils nous rejoignent sur nos bases, que avec nous, que dans notre parti, qui est grosso modo, en résumé, la politique que va défendre dans sa presse quotidiennement le Parti communiste à l'époque, ben en fait, il facilite le travail des ministres et des dirigeants bureaucratisés des sociodémocrates, qui disent vous voyez bien qu'on n'a rien à faire avec ces communistes-là qui vous traitent de fascistes tous les jours. C'est un cadeau qu'ils leur ont fait. Et d'ailleurs, il le dit très clairement, et je vais répondre, du coup, on va arrêter le suspense. Il y a Rasta qui posait plusieurs fois la question, mais les nazis, la faute à qui ? C'est vrai, c'est le titre. Les nazis, la faute à qui ? J'ai toujours pas vraiment répondu. Je vais vous le dire, ce sont les patrons, les grands capitalistes allemands, et Hindenburg, et cette bourgeoisie autoritaire qui a donné le pouvoir à Hitler. Mais c'est aussi la politique de la social-démocratie qui, en paralysant le mouvement ouvrier, a une responsabilité énorme. Et je vais le dire par les mots de Trotsky, parce que, toujours dans ce texte, la seule voix dont Flo a parlé, il le dit clairement, il répond à cette question très concrètement. La responsabilité politique fondamentale de la croissance du fascisme retombe évidemment sur la social-démocratie. Depuis la guerre de 1914, la politique de ce parti a consisté à effacer de la conscience du prolétariat l'idée d'une politique indépendante et a consisté à le convaincre du caractère éternel du capitalisme et à le mettre à genoux devant la bourgeoisie en décomposition. Bon, voilà, je crois que là, le réquisitoire est clair, mais il poursuit que les communistes ont une importance énorme dans le fait qu'ils n'ont pas permis à cette classe ouvrière de se débarrasser de ces dirigeants actuels. Parce que, je veux dire que les socialistes trahissent, que les bourgeois nous répriment, que les bourgeois deviennent
très 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 réactionnaire en période de crise et que la démocratie, les valeurs démocratiques, ça va un temps quand ça permet de t'exploiter et que tu dises merci, mais que quand tu veux plus, soit parce que tu luttes, soit parce qu'il y a une crise, qu'ils ont besoin de passer à quelque chose de plus dur, ils les foutent à la poubelle. Donc que la bourgeoisie, elle peut conduire tout droit vers le fascisme. On le sait. Que la social-démocratie, elle va jamais s'affronter frontalement à la bourgeoisie. On le sait. Et on le sait depuis longtemps, d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il y avait une troisième internationale, une internationale communiste, qui avait été créée. Précisément parce que la social-démocratie n'allait pas nous sauver de cette catastrophe-là. Et du coup, vous voyez que si on doit prendre la part des responsabilités, la social-démocratie a laissé le champ libre et a même aidé la bourgeoisie dans un certain nombre de choses. C'est la social-démocratie qui arme les milices d'extrême droite pour liquider les communistes dans les années 20, au début des années 20. C'est elle qui empêche le mouvement ouvrier de lutter contre les plans d'austérité de Brüning et qui du coup fait apparaître le parti nazi comme le parti d'opposition, le parti qui gueule le plus fort et qui même est prêt à en découdre physiquement. Il le démontre chaque jour avec des milices qui tapent des gens dans la rue. Mais la responsabilité du KPD, elle est par sa politique sectaire, d'avoir aidé d'une certaine manière les dirigeants sociodémocrates à faire passer les communistes pour des oufs auprès des sociodémocrates. Et ça, c'est quelque chose qui va coûter cher. On en était donc à ce gouvernement Brüning, la nouvelle réélection de Hindenburg, et là, la bourgeoisie va passer à l'étape supérieure. Brüning ne fait plus tellement accord, parce que le mec est un peu trop mou, il va pas assez loin. On va appeler un nouveau personnage, Franz von Papen, qui va être un nouveau chancelier, et qui va gouverner avec l'appui davantage, en tout cas en draguant un peu plus les nazis. Franz von Papen, donc, il va toujours avoir aussi peu d'appui au Parlement que Brüning avant, il va gouverner toujours par 48-2, etc., mais il va essayer de voir s'il n'y a pas moyen de gratter un peu de soutien des nazis. Il va être nommé en juin 1932. Donc là, l'élection du président dont on a parlé tout à l'heure, c'était avril 32. Là, on passe en juin 32. Nouveau chancelier, Franz von Papen, qui va avoir un cabinet, comme un ministère, comme un gouvernement, avec des ultra-bourges, des ultra-aristocrates, qu'on va appeler le cabinet des barons à l'époque, parce que c'est vraiment que des énormes bourges, des technocrates, mais vraiment qui viennent de la haute, de la très très haute, et qui vont faire un certain nombre de promesses aux nazis. Par exemple, Brüning, ce qu'il avait fait, parce que quand même, Brüning, il tapait un coup sur sa droite, un coup sur sa gauche, je vous l'avais dit, il tient parce que la société est tendue entre les extrêmes. Il avait un peu trop tapé sur les nazis au goût de Hindenburg et au goût de la bourgeoisie. Et donc, on va voir ce nouveau Franz von Papen. Brüning avait notamment interdit les SA, les milices des nazis, parce qu'ils foutaient du bordel, ils tabassent des gens, c'était des fusillades, donc voilà. Von Papen va faire une promesse à Hitler, il va lui dire « je vais relégaliser tes milices, parce que comme ça tu tiendras aussi en respect les socialistes et les communistes ». En même temps de ça, il lui promet, vous voyez que Hitler, il a fait quand même une bonne élection présidentielle, il a fait 30%, donc il est au top de sa forme électorale. Il lui dit, je vais très vite dissoudre le Parlement à nouveau, et comme ça, on verra ce qui se passe, mais je te réautorise tes milices pour la campagne électorale, et on fait une dissolution du Parlement. Avant d'arriver à cette nouvelle élection, je voulais juste vous présenter un personnage que j'ai découvert en préparant. Un ministre des Finances de ce gouvernement von Papen, pour que vous compreniez qui c'est un peu ces gens-là qui vont préparer le terrain pour Hitler, en fait, avant qu'il arrive. Il y a ce bonhomme, Lutz Schwerin von Krosigk. Bon, déjà, ça, c'est les gens, t'as capté qu'ils n'ont jamais eu besoin d'alloc, Genre, leur nom, il rentre pas dans le formulaire de la CAF. Tu vois, c'est des mecs qui barons de je sais pas quoi, etc. On va regarder un peu sa biographie. Ministre des Finances du Reich, donc en juin 32, comme je vous l'ai dit, nouveau, jusqu'en mai 1945. Tiens. Jusqu'en mai 1945, le 23 mai 1945, vous savez que la Seconde Guerre mondiale s'est arrêtée sur le front ouest le 8 mai 1945, et tiens, ministre en chef du Reich allemand, après la mort de Goebbels. D'accord. Donc ce Lutz Schwerin von Krosigk, c'est ce magicien des finances nommé par Franz von Papen en juin 32, va rester ministre des Finances pendant 13 ans, pendant le Reich millénaire.
Et donc, ministre des Finances du Troisième Reich, ça veut dire ministre des Finances où il faut financer la construction des camps de concentration. Il faut aussi, c'est des finances qui tiennent par l'esclavagisme de millions de prisonniers, des juifs, des communistes, des russes, des slaves. Et ce mec est mort en 1977 en RFA, à 89 ans. Voilà, ce qui donne une idée de la dénazification de l'Allemagne de l'Ouest. Le dernier chancelier du Troisième Reich a fini ses jours tranquillement à Essen en 1977, qui a été ministre des Finances pendant tout ce temps. Et en fait, j'ai un petit plot twist sur ce mec à vous montrer. S'il y a des gens qui sont un peu chauds sur Wikipédia, il manque une info sur ce Wikipédia français, c'est qu'il n'y a pas ses descendants. On va faire une petite opération, on va passer sur Wikipédia allemand, on va aller dans sa famille et les gens qui sont là, et en fait elle a une page en français, donc on revient en français. Je sais pas si vous voyez bien, si c'est assez zoomé, mais bon, faites-moi confiance. Béatrix von Storch, sa petite fille, qui est vice-présidente du parti alternatif pour l'Allemagne, l'AfD, le parti d'extrême droite allemand qui monte et qui est pas du tout dans le silence des médias d'ailleurs, avec le plein soutien des médias et le plein soutien d'Elon Musk également. On se prend une petite pause pour sortir des années 30, faire une petite... d'après la journaliste Annabelle Gorgen, elle incarne la ligne dure de l'AfD, réactionnaire, décomplexée, homophobe, violemment xénophobe, farouche opposante au mariage homosexuel, à la contraception, à l'avortement. Elle explique avoir pleuré de joie à l'annonce du Brexit. Elle met en cause la présence de joueurs issus de l'immigration dans l'équipe de football allemande. Elle propose que ceux qui ne seraient pas autorisés... Ah oui, d'accord, elle propose de tirer à balles réelles sur les migrants qui traverseraient la frontière. Et elle déclare d'ailleurs ne pas exclure les femmes et les enfants de cette mesure. Avant de revenir sur ses propos et de se présenter ses excuses. C'était en 2016, ils faisaient pas encore assez de voix, donc il fallait qu'ils... Mais ce parti, c'est l'anti-dédiabolisation. Hein. Ça, par exemple, leur candidate s'appelle Alice Weidel. Ils ont fait un slogan lors des dernières élections qui était Alice für Deutschland, qui ressemble en fait beaucoup au slogan de la SS qui était Alles für Deutschland, tout pour l'Allemagne. Il y a des dirigeants à eux, leur principal dirigeant sur la liste européenne, qui a fait une interview où il expliquait que tous les SS n'étaient pas des criminels. Elle estime que Marine Le Pen est trop à gauche et elle manifeste régulièrement son soutien à Israël dans son combat contre l'islamisme et crée en 2017 au Parlement européen le groupe des Amis de la Judée-Samarie. Elle est donc pour l'annexion de la Cisjordanie. Bon voilà, c'est la petite fille, c'est la version colorisée de ce... c'est encore plus long en allemand. Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk. Voilà, si ce stream prend autant de temps, c'est à cause du nom de tous les nobles et de tous les aristocrates qui étaient dans les gouvernements avant Hitler. Bon, revenons à nos moutons. On était en juin 1932. Von Papen et son ami von Krosigk, le papy des fachos d'aujourd'hui, fachos d'hier et fachos d'aujourd'hui, tous ensemble, donc propose à Hitler de lui remettre ses milices et de dissoudre le gouvernement. Donc en fait de dire on fait une fleur, adoucit l'opposition contre nous, reste tranquille, tape sur la gauche, voilà. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui se passe quand on autorise une milice nazie pendant une campagne électorale avec un peu d'enjeu ? Il se passe qu'il va y avoir 100 morts et 1000 blessés pendant une campagne électorale de juillet 1932, qui va durer quelques semaines tout simplement, mais 100 morts. Je vous laisse imaginer le niveau de violence politique de l'époque. 100 morts et 1000 blessés, c'est une folie pour une campagne électorale. Et donc, cette campagne électorale, avant qu'on arrive au résultat de cette campagne, elle va donner lieu au premier coup d'État de cette période-là, qui ne va pas être mené par les nazis, mais bien par le gouvernement de von Papen, qui va être en fait ce qu'on va appeler le coup de Prusse, le coup d'État de Prusse. Je vous remets la carte qu'on avait tout à l'heure. Vous vous souvenez, cette Prusse, c'est ce qui est gouverné par les sociodémocrates. Les nazis, ils ont déjà eu quelques succès locaux. Hein. Il y a des gouvernements dans les autres couleurs là, que vous voyez, ce qu'on appelle les Länder en Allemagne, des régions, des États-régions. Il y en a, ils sont quand même au gouvernement de 5 de ces trucs-là, mais ils ne sont pas du tout en Prusse. Et il y a eu des élections en Prusse où ils ont fait une percée incroyable. Je crois que c'est des élections qui étaient au printemps de 1932. Mais ils n'ont pas la majorité pour gouverner. Mais c'est le merdier, grosso modo, personne
n'arrive à créer une majorité pour cet État. Vous voyez la taille du truc, hein. Enfin, c'est la quasi-totalité de l'Allemagne, avec même des territoires qui aujourd'hui ne sont plus du tout en Allemagne. Il y a une partie de la Pologne, enfin, c'est immense. Mais surtout, le pompon au bout de cet État, c'est les 90 000 forces de police qui sont à la clé, que les nazis ont très envie d'avoir à leur disposition. Toujours est-il que von Papen va dire « Bon, on ne peut pas se permettre que cet État il dépende des communistes pour trancher qui va avoir raison ou pas. » Et par ailleurs, ils vont orchestrer avec les nazis des incidents qui vont s'appeler le dimanche sanglant d'Altona. Altona, c'est un quartier à Hambourg, où en fait des nazis vont provoquer un quartier ouvrier. Ils vont aller faire un défilé dans un quartier ouvrier. C'est du même acabit que... vous vous souvenez comment c'était les fachos, la gros lardon, qui étaient allés manifester dans un quartier populaire et qui s'étaient fait savater. C'est un peu la même chose, mais bon, version les années 30, quoi. Donc des milliers, des centaines de SA qui vont marcher dans un quartier ouvrier complètement acquis aux communistes et qui vont se faire recevoir, qui vont se faire des pots de fleurs sur la gueule, des trucs comme ça, qui vont se faire peut-être un peu chahuter. Et la police va ouvrir le feu sur la foule du quartier. Il va y avoir une quinzaine de morts. Et ça va servir de prétexte pour faire un coup d'État contre la Prusse et suspendre le gouvernement. Et c'est le gouvernement central, donc le gouvernement de Franz von Papen et de notre ami Ludwig, j'ai oublié son nom, Schwerin von Krosigk, quelque chose comme ça. En tout cas, le papy de la facho de l'AfD, vous voyez. Ce gouvernement-là va prendre la main, alors qu'il n'a pas été élu, alors que c'est un gouvernement extrêmement minoritaire à l'échelle nationale, sur tout cet ensemble bleu, et va décréter la loi martiale. Et notamment dans cet ensemble bleu, il y a la capitale, Berlin, qui est là où je secoue un peu la souris, je ne sais pas si vous le voyez. Tout ça se passe pendant la campagne électorale des élections du mois de juillet 1932. Ce qui veut dire que la campagne va se mener avec le niveau de violence politique que je disais, 100 morts et 1000 blessés, parce que les SA mènent une campagne de terrorisme absolument partout, et avec la loi martiale, appliquée dans un certain nombre de grandes villes, et avec un contrôle de la presse et des organisations ouvrières et révolutionnaires. Donc vous voyez, ça vous donne dans quelle ambiance se passent ces élections, et c'est un coup d'État qui va être fait, en fait, pas par les nazis, mais par von Papen, par ce que Trotsky appelait les bonapartistes, en tout cas cette aile réactionnaire, autoritaire de la bourgeoisie, mais non fasciste, dans le sens où elle maintient un certain semblant, de moins en moins, mais de constitutionnalité, et où elle ne cherche pas forcément à organiser des milices pour aller écraser jusqu'au bout le mouvement ouvrier. Elle s'appuie sur eux, elle les utilise parfois, mais ça lui arrive aussi de les réprimer. Elle joue un peu sur les deux tableaux, elle essaye de rester un peu au-dessus, l'air de dire « je suis au-dessus de tout le monde, je suis au-dessus de la mêlée ». On pèse 3%, mais on est au-dessus de la mêlée. C'est cet air-là. Et donc, en gros, ils disent à la gauche « on vous protège contre le fascisme », et ils disent aux fascistes « on vous protège contre le bolchevisme ». C'est le deal. Donc, ils vont faire ce coup d'État, qui va être surtout... Pourquoi il est intéressant, ce coup d'État? Déjà parce que c'est peu connu qu'il y a eu ce coup d'État 6 mois avant qu'Hitler arrive au pouvoir, mais aussi parce que ça va être une manière de voir que les sociodémocrates se chient dessus, pour le dire comme ça. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire, les sociodémocrates, quand ils se font bouger de leur gouvernement, de toute cette partie de l'Allemagne? Ils vont porter plainte au tribunal. Et le tribunal va dire oui, un peu, c'est pas très bien, mais voilà, quoi, grosso modo, c'est pas grave. On continue. C'est ça qui va se passer. Ça, c'est très très important, parce que la bourgeoisie va tirer une leçon fondamentale de ça. Goebbels aussi, d'ailleurs, dans son journal, il écrit « Les rouges, il suffit de leur montrer les dents et ils se couchent ». Goebbels, il a une conviction à partir de là, c'est que si les nazis arrivent au pouvoir, il n'y aura pas une insurrection des sociodémocrates. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce qu'en 1920, un peu avant donc, il y a eu un coup d'État d'extrême droite qui a duré 3 jours, parce que spontanément, les travailleurs d'Allemagne, par millions, se sont mis en grève. Et ont pris les armes, et ont défait ce coup d'État. Donc ça, c'est la peur absolue des nazis, et la peur absolue de la droite, et de la bourgeoisie en manière générale, c'est que si on va trop vite dans l'autoritarisme, il se passe ça. Là, ils viennent de faire un gros coup de poker, ils viennent de déclarer la loi martiale et de dégager un gouvernement social-démocrate, et il se passe rien, pas de réaction. Malgré tout, il y a une réaction qui est importante, c'est que le Parti communiste, le KPD, va proposer un appel à la grève générale au SPD, à la suite de ça, le 20 juillet 1932. C'est pas rien, parce que vous voyez que le parti communiste, à l'époque, il était en train de dire
ce sont des sociofascistes, et là, apparemment, il propose de faire une grève générale en défense de ce qu'il appelait les sociofascistes la veille. Donc ça veut dire qu'il met toutes ces caractérisations fumeuses à la poubelle, il se dédie d'une certaine manière, mais pour faire une politique plus intéressante, où il se propose d'entrer en défense des ouvriers sociodémocrates, face au fascisme et face à la droite bonapartiste. Cet appel à la grève générale, il ne va pas être entendu. Il ne va rien se passer. Il va grosso modo rien se passer. Parce que d'ores et déjà, les sociodémocrates n'ont pas très envie de lutter avec les communistes qui les traitent de fascistes depuis plus de 2 ans maintenant. Et parce que cette grève ne va pas être préparée. Une grève générale, je ne veux pas faire Sophie Binet, mais une grève générale, il n'y a pas de bouton rouge. Les bureaucrates disent ça pour justifier qu'ils ne font jamais de grève, mais c'est vrai en partie. C'est pas juste t'appuies sur le bouton rouge et puis pouf, c'est parti, ça se prépare, ça se construit pendant des semaines, des mois. Et là, il n'y a aucune préparation à la base. Il n'y a pas de contact pris avec les ouvriers sociodémocrates puisqu'on est en train de les traiter de sociofascistes pendant des mois. Mais malgré tout, il y a cette inflexion timide, mais qui est là, du Parti communiste. Élection de juillet, dans cette ambiance de coup d'État, de comment on dit, de loi martiale, etc. Élection de juillet 32, un succès incroyable pour les nazis. Juillet 32, 13 millions de voix, quasiment 14, 37% des voix, plus 19%. Ils avaient déjà fait plus 12, 13, je sais plus, les fois d'avant, ils refont plus 19. Parti social-démocrate qui continue de baisser, Parti communiste qui continue de monter un peu. Et donc voilà, ça c'est ce qui se passe. En juillet 32, les nazis sont au fait de leur puissance. Et le gouvernement de von Papen va hésiter. Il hésite entre 2 choses. Est-ce qu'il faut nommer tout de suite Hitler chancelier ? Parce que de fait, il vient de gagner les élections. Vous voyez, c'est la logique. Lucie Castel a gagné les élections, il faut la nommer. Là, c'est Hitler qui a gagné les élections. Si t'es un bon démocrate bourgeois, tu le nommes, de fait. Mais Papen, il hésite. Il se dit, pourquoi pas faire quand même un coup d'État direct à la place, c'est-à-dire on dissout à nouveau le Parlement, mais on ne reconvoque plus d'élections. On ne reconvoque plus d'élections, on s'assoit dessus, et on dit on en refait un de ces 4, un jour. On verra quand. Et en attendant, on fait un programme ultra réactionnaire. Le projet de von Papen, par exemple, c'est de remettre à terme un monarque sur le trône. On a parlé beaucoup de 1918, en fait, il y avait un empereur en Allemagne jusqu'en 1918, c'est de remettre un empereur, de remettre Guillaume II, peut-être, sur le trône, ou un de ses descendants. C'est d'en finir avec ces conneries de démocratie et de droit de vote, et donc de remettre le droit de vote à 25 ans au lieu de 18 ans, de retirer le droit de vote aux femmes. Enfin, il le dit plus, non, c'est plus subtil. C'est plus subtil que ça. Il dit on va donner 2 voix aux pères de famille, on va donner 2 voix aux vétérans de guerre. Il a ce genre d'idée, von Papen. Von Papen, il voit un problème aussi dans la République de Weimar, il n'y a pas de Sénat. Il y a un Parlement, mais il n'y a pas de Sénat. Ça, vous voyez que De Gaulle, il n'a pas fait cette erreur. De Gaulle, il a bien mis un Sénat pour contrôler le Parlement en France dans la Ve République. Toujours est-il qu'il hésite. Qu'est-ce qu'on fait coup d'État, pas coup d'État. Finalement, ils y vont, ils se disent on tranche pas, on reste. Hitler va la voir mauvaise, mais mauvaise, vous pouvez pas imaginer, au point qu'un certain nombre de ceux qui ont décidé de pas le nommer chancelier à cette époque-là prendront quelques pruneaux 1 ou 2 ans plus tard, seront certains internés, etc. Mais toujours est-il que von Papen va rester, et il va prendre, je la cite parce que j'ai trouvé ça marrant, on parle beaucoup de motion de censure, on s'y perd un peu, mais là je trouve que celle-là c'est quand même une motion de censure pas mal. À la première session du Parlement, il va prendre une motion de censure, von Papen, 42 pour, 512 contre. C'est génial ça quand même, non ? Même Macron, même Le Cornu, ils font pas ça. Il y a 42 députés sur 550 qui ont voté pour lui. Quand on dit le bonapartisme, c'est-à-dire des gens qui tiennent sur la tension entre les extrêmes, et qui s'appuient juste sur la police et juste sur la haute fonction publique, c'est génial quand même. Parce que nous, on dit, LR, Retailleau, il a que 6%. Mais von Papen, quand même, c'est notre envergure, vous en conviendrez. Ce gouvernement va rester en place, va devoir dissoudre le Parlement, parce que comme le Parlement a décidé de censurer le chef du gouvernement, on censure le Parlement, on dissout le Parlement de nouveau. Nouvelles élections, novembre 1932, et là, catastrophe. Pour les bourgeois, qu'est-ce qui se passe ? Hitler
pique du nez. Hitler pique du nez. Il était à combien ? Il avait fait, on avait dit, 13 millions, je crois, quasiment 14 millions de voix en juillet, et 3 mois plus tard, en novembre, 11 millions 7. Il perd 4%. Le SPD continue de s'écrouler, tranquillement mais sûrement. Et le Parti communiste continue de monter. Donc on est vraiment à un moment où les tensions sont en train de, entre la révolution et la contre-révolution, sont en train de prendre quelque chose d'assez déterminant. Ah oui, j'ai oublié de vous la lire. Je veux vous la lire, elle est intéressante. Une citation de von Papen qui est citée par Chapoutot dans son bouquin. Von Papen, avant ses élections, il va prendre, ou juste après, je ne sais plus exactement, mais il va prendre la parole à la radio et il va dire son programme. Et je pense que c'est intéressant pour capter, parce que parfois on nous fait une distinction très, très ferme entre ces bourgeois autoritaires où c'était encore la démocratie, puis les fascistes, etc. Comme si tout ce qui n'est pas fasciste, en fait, c'est bien. Tout ce qui n'est pas fasciste, c'est démocratique, par définition. Non, vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué que la bourgeoisie elle-même, quand on appelle le bonapartisme, c'est la bourgeoisie qui abolit elle-même la démocratie. C'est ça. Et que dit von Papen à la radio, juste avant les élections ou juste après ? Le bolchevisme athée veut nous priver de religion, de famille et des droits de la personne, pour nous imposer le carcan des méthodes collectivistes et ainsi signer la mort d'une culture millénaire. Bon, vous imaginez ça lu en allemand avec le grésillement de la radio années 30, à la Rotaillot et tout. Le carcan des méthodes collectivistes et signer la mort d'une culture millénaire. Et il conclut « Aucun moyen ne peut être assez violent pour faire disparaître du sol allemand la doctrine de ces faux prophètes. » Aucun moyen ne peut être assez violent. Bon, il parle clairement des communistes à cette époque-là, mais vous voyez que ça peut s'adresser aussi un peu aux socialistes, et on comprend pourquoi il fait les yeux doux d'une certaine manière à Hitler. On a vu donc ces élections de novembre 1932 qui sont en fait les dernières élections libres que va connaître l'Allemagne. Il y aura de nouvelles élections, mais qui seront sous Hitler. Et donc on se rapproche, vous voyez là, novembre, on se rapproche du but. Il va y avoir quand même un dernier personnage, mais ce qui montre aussi l'instabilité, et ce qui montre les tensions et les hésitations dans la classe bourgeoise, qui pouvait se permettre de douter à haute voix parce que le mouvement ouvrier lui faisait assez peu peur, en fait, à courte échéance. Il n'y avait pas de grève, il n'y avait pas d'insurrection, il n'y avait pas de front unique de résistance des organisations ouvrières. Autrement, tous ces gens-là auraient parlé d'une même voix. Ils se seraient pas. Mais là, bon, on ne veut pas encore nommer Hitler au pouvoir. On tente d'autres trucs. Hitler reste chez toi. Vous voyez que d'une certaine manière, la bourgeoisie a eu la latitude du fait que le SPD disait aux gens ne faites surtout rien. Ne faites pas grève, ça va provoquer les fascistes. Si vous faites grève, la bourgeoisie va vouloir appeler les fascistes au pouvoir. Surtout, faites pas grève. Restez tranquille, restez chez vous. Et que le KPD disait faites grève, mais faites grève tout seil, parce que j'ai vu quelqu'un le dire dans le chat, et c'est vrai que je ne l'avais pas dit. Quand il y a le chômage qui explose, comme c'était en Allemagne, 8 millions de chômeurs, vous imaginez bien que les premiers qui douillent, les premiers qui sont licenciés, c'est les communistes. Et donc en fait, les communistes, ils vont avoir de plus en plus d'échos, de plus en plus de membres, et beaucoup de chômeurs. Ce qui c'est pas mal en soi. Simplement, ce que ça pose d'un point de vue stratégique, c'est qu'ils ont très peu d'influence pour entraîner les gens dans les usines. Et que les ouvriers qui sont dans les usines, c'est les ouvriers qui votent encore social-démocrates. D'où la tragédie et la politique criminelle qui a été de ne pas aller chercher ces travailleurs sociodémocrates qui avaient encore beaucoup d'illusions dans la démocratie bourgeoise. Il va y avoir un dernier personnage qui s'appelle Schleicher. Je vais vous l'afficher. Il y en a beaucoup des Schleicher. Alors c'est celui-là qu'on veut, c'est Kurt von Schleicher. Voilà une bonne tête lui aussi. Kurt von Schleicher. Donc en fait, Kurt von Schleicher, c'est un général, un planqué de chez planqué, c'est un général de l'administration, mais qui a un rôle de stratège hyper important dans l'armée. Hyper important parce que depuis longtemps, c'est un peu le cerveau de l'armée. Au moment de la révolution de 1918, il a expliqué aux vieux généraux monarchistes qu'il fallait s'appuyer sur le Parti socialiste, parce qu'ils allaient nous aider à arrêter la révolution, donc quand même très clairvoyant, parce que si t'es un général un peu con, un peu bourrin, tu tires sur tout le monde, tu fais pas gaffe, c'est des SOSDEM, des communistes, c'est des rouges. Bon, Schleicher n'a pas fait ça. Et Schleicher, lui, il est en train de se dire que peut-être on peut éviter de filer le pouvoir aux nazis, parce que les nazis, à la fin de la fin, ça reste quand même des petits bourgeois, des petits patrons, des petits artisans, des chômeurs aussi, des déclassés, etc., mais c'est pas l'aristocratie, c'est pas la haute, c'est pas tes copains que tu as envie de voir au gouvernement, c'est pas Brüning, c'est pas von Papen, c'est pas les gens de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie. Donc il y a quand même un risque à nommer ces gars-là. On sait pas trop qui c'est, ils sont pas du sérail jusqu'au bout, c'est des fous, ils gueulent partout, ils pensent qu'à se mettre sur la gueule. On va essayer de naviguer et de trouver une autre solution.
Schleicher, il va essayer de rallier à sa cause. En fait, il se rend compte que les nazis, ils ont eu une mauvaise élection en novembre 1932, et de fait, le parti nazi, il va être pas loin de l'éclatement à ce moment-là. Il y a des ailes qui disent, bon, mais regarde, on va jamais y arriver aux 50%, on va jamais pouvoir faire 50%. Très juste, les nazis n'ont jamais fait 50%. On leur a donné le pouvoir sans qu'ils aient gagné les élections. Très très juste. Et donc il y a des nazis qui disent, mais il faut qu'on fasse un coup d'État, d'autres qui disent, il faut qu'on s'allie avec la droite et qu'on mette de notre dans notre vin. Bon, c'est un peu la pagaille, parce qu'ils sont tous survoltés, ils pensaient qu'ils allaient avoir le pouvoir et ils l'ont pas. Et Schleicher, il se dit, on va en profiter, alors il joue un peu... il essaie d'en décrocher certains, de parler avec d'autres, etc. Et puis aussi, il essaie de se rapprocher des syndicats. Il leur dit, écoutez, on a fait une politique d'austérité, c'était pas une très bonne idée, moi je vais vous donner des gages, on va trouver ensemble un technocrate qui va être un peu technocrate social. Et donc Schleicher s'est fait appeler même le général social. Si ça vous fait penser à d'autres généraux sociaux qu'on a connus dans l'histoire, Charles de Gaulle pour ne pas le nommer, qui soi-disant il y a un gaullisme social, des généraux qui font du social. Voilà, c'est une caractéristique de général, il y a des généraux qui font du social. Et qui va essayer de séduire un peu le SPD comme ça pour récupérer un peu de base. Ça va foirer, ça va pas marcher. C'est quand même intéressant cette question, je la mentionne juste là en passant, mais par exemple Chapoutot, je trouve dans son livre, a beaucoup d'illusions sur Schleicher. Chapoutot, voilà exactement, quelqu'un dit un genre de deal à la Bismarck, c'est assez intéressant de dire ça, parce que Bismarck c'était un dirigeant prussien, le dirigeant principal prussien de la fin du 19e siècle, et qui avait compris que pour désamorcer le mouvement ouvrier, il fallait lui donner quelques gages, et qui avait donné la sécurité sociale notamment, dès les années 1880. C'est, je pense, une bonne comparaison. Les socialistes, en fait, ils vont pas soutenir Schleicher. Ce qui peut paraître étonnant, parce qu'ils soutiennent tout le monde depuis le départ. Ils soutiennent Papen, ils soutiennent Brüning, ils censurent personne. Si Papen, ils l'ont censuré finalement. Mais bon, les socialistes, ils se trouvent à être un peu plus dans l'opposition. Pourquoi ? Bon, déjà parce qu'ils se sont fait putcher en Prusse. Ils ont pris un coup d'État. Rappelez-vous, ils ont pas trop gueulé, mais ils sont sympas, mais ils ont le dos rond, mais quand même, ils ont des limites. Mais surtout, la principale limite qu'ils ont, c'est quand t'es un dirigeant social-démocrate, ce qui te fait tourner, toi, dans la vie, c'est que t'as ton petit appareil, tes petits émoluments à la fin du mois, ta petite pension de bureaucrate stipendié qui n'ira plus jamais au boulot. Et donc, t'as besoin de ton appareil social-démocrate, t'as besoin de tes cotisants, t'as besoin des gens qui te soutiennent un peu. Le problème, c'est que les gens, ils commencent à se barrer au Parti communiste. Vous voyez, le Parti communiste, ils étaient 100 000 en 130 000 en 28 et ils sont 300 000 en 32. C'est bien qu'il y a des ouvriers qui vont les rejoindre et qui viennent du SPD beaucoup. Et il y a des gens du SPD qui se mettent à voter désormais plus pour le Parti socialiste, mais pour les communistes. Et donc ça va les pousser à pas soutenir Schleicher. Chapoutot dit que c'est une erreur et que les socialistes auraient dû soutenir Schleicher, ça aurait permis d'éviter Hitler. Je pense que c'est une erreur très importante de penser ça, parce que, bon, ce mec est un monarchiste, un connard fini, horrible, etc. Mais la logique de trouver n'importe quel mécanisme pour éviter Hitler, en pensant que ça aurait permis d'éviter Hitler, à la fin, permis d'éviter la barbarie, permis d'éviter une forme de fascisme, une forme de dictature militaire à minima, c'est extrêmement naïf, et c'est penser que en termes d'appui ou de non-appui à un gouvernement. Quand on est marxiste, on ne pense pas juste le gouvernement tel qu'il est, mais on pense la dynamique de la lutte des classes. On pense la dynamique de la lutte des classes, comment le SPD, le KPD aurait dû mobiliser le mouvement ouvrier. Le SPD, non, mais le KPD, surtout comment il aurait pu penser les manières de mobiliser le mouvement ouvrier et d'aller forcer le SPD à la lutte et de pousser ceux qui ne voulaient pas lutter à se démasquer. Bref, Schleicher va tomber très vite. De toute façon, en fait, Schleicher, il a fait une connerie, il s'est présenté général social, il a proposé d'augmenter un tout petit peu les impôts sur la bourgeoisie foncière, dont font partie tous les mecs en Fon. Tous les mecs en Fon, ils ont des domaines partout en Allemagne, il a augmenté un peu les impôts, ils ont dit, allez, ce gars a dégagé. Et le patronat est de plus en plus séduit par Hitler en cette fin d'année 1932, et il commence à y avoir des financements massifs. Oui, Sentier Battant dit pour sa défense, Chapoutot est historien, pas politicien, mais vous allez voir que Chapoutot, en fait, tout son livre, il fait beaucoup de parallèles qui sont très intéressants d'ailleurs avec Macron, et plein de gens les ont fait dans le chat, et c'est vrai qu'ils tombent un peu sous le sens. Mais Chapoutot, Chapoutot très clairement prend plutôt la défense de LFI, avec défonce en gros, et à raison, le Parti Socialiste actuellement qui soutient l'austérité de Bayrou, de Lecornu, pour dire qu'en fait il aurait fallu un truc d'opposition, et plutôt lui soutient LFI, et son livre est devenu une référence, un peu le bouquin de référence des Insoumis. Et d'ailleurs, Chapoutot parle très peu du Parti communiste, et vous allez voir qu'au contraire, les pro-NFP, pro-NUPES, pro-tout ça,
eux disent LFI, c'est des méchants KPD, ils sont sectaires, ils veulent pas faire alliance avec nous. Bon, en fait, ce débat n'a aucun sens dans ces parallèles-là, comme j'ai essayé de le montrer plusieurs fois, parce qu'on parle de parti ouvrier révolutionnaire dans le cas du KPD, mais ouvrier de masse, ce que ne sont ni le PS ni LFI, et que la résolution de ce débat-là ne passait pas par une nouvelle combine électorale, mais plutôt par une mobilisation de masse et une lutte de défense dans un premier temps contre le fascisme et contre l'austérité, mais en fait une lutte pour le pouvoir. Parce que le capitalisme allemand était pris dans un engrenage de pourrissement où il fallait de toute façon qu'il arrive à extraire beaucoup plus d'exploitation, de plus-value à ses travailleurs pour préparer la remilitarisation et la guerre qui venait contre les autres puissances impérialistes, mais surtout contre l'Union soviétique. Tout s'accélère à partir de ce moment-là. Schleicher, donc, il est chancelier quelque temps au mois de décembre et au mois de janvier. Il va sauter très vite. Et là, on sent que ça commence à sentir le roussi de plus en plus. Le 22 janvier, il y a une marche de SA, donc de la milice nazie, devant le siège du Parti communiste. Provocation énorme. On sait que les communistes vont se défendre. Et en fait, la police va aider à protéger cette manifestation. Et de fait, les communistes ne vont pas réussir à réagir à cette provocation, ce qui va donner confiance beaucoup aux nazis. Et le 30 janvier 1933, Hitler va être appelé à la chancellerie du Reich, va être nommé chancelier. Ce à quoi le KPD va répondre par un appel à la grève générale, qui encore une fois ne sera absolument pas suivi. Certains militants du KPD de l'époque, dans leurs témoignages, disent qu'il n'y a même quasiment pas une usine qui bouge, tout simplement parce qu'en fait, les communistes ne sont plus dans ces usines. Ils en ont été licenciés, mais en grande partie aussi, et je voudrais juste rappeler ça quand même, c'est important, je ne l'ai pas dit avant, ils se sont eux-mêmes mis beaucoup en extériorité, parce que dans la politique du social-fascisme, comme j'ai dit, les syndicats ils sont tenus à l'époque par les sociodémocrates. Ça, c'était une grande bataille politique de Lénine contre des secteurs ultra-gauche du communisme, c'est-à-dire ne quittez pas les syndicats, restez dans les syndicats avec les autres travailleurs, bataillez dedans. Ne vous faites pas absorber par la bureaucratie syndicale. Ne faites aucun cadeau à la bureaucratie syndicale. Bataillez contre la bureaucratie syndicale. Mais les syndicats sont des cadres d'unité du mouvement ouvrier dans lesquels il faut créer des fractions communistes, des tendances communistes si on veut, pour lutter contre les bureaucrates, mais récupérer les syndicats des mains des bureaucrates. Et parce que plein de communistes, depuis fin des années 10 et début des années 20, avaient une tendance qui était de dire on va créer nos propres syndicats révolutionnaires, nos petits syndicats à nous. Et en fait, le KPD, dans cette période-là, 28-30, 33, va faire exactement cette politique anti-léniniste de créer des syndicats rouges et va se marginaliser énormément. Je relisais en préparant un peu cette émission, il y a un congrès syndical, je crois, en 32, de l'ADGB, donc la Confédération du travail syndical allemande. Il n'y a aucun communiste parmi les délégués, parce qu'ils se sont tous sortis, parce qu'ils ne voulaient pas faire d'alliance, y compris dans les syndicats, avec les sociotraîtres. Ne pas être dans le même syndicat que les sociofascistes, en fait. Les sociotraîtres, c'est les sociotraîtres, il n'y a aucun souci à dire ça, mais avec les sociofascistes. Et donc cette politique, elle est aussi criminelle sur le terrain syndical, de sectarisme, parce qu'elle a fait que le KPD s'est fait isoler totalement dans le mouvement ouvrier, il n'a plus un pouvoir de mobilisation qu'il a pu avoir d'ailleurs par le passé, dans des moments où il menait une bataille dans les syndicats, où il convainquait des syndicalistes, des ouvriers de base sociodémocrates que leur politique était meilleure. Bref, Hitler prend le pouvoir, et là vous connaissez la suite. Incendie du Reichstag, le 27 février 1933. On accuse les communistes, on met le KPD en illégalité le 6 mars, on arrête les communistes par des dizaines de milliers, on les tabasse à mort, chez eux, on tue leurs familles, on les interne. Le 24 mars 1933, Hitler se fait voter les pleins pouvoirs. Je crois qu'il n'y a qu'une quarantaine de députés qui ne le votent pas. Et le 22 juin, c'est le SPD à son tour qui est interdit, puis même y compris d'autres partis bourgeois au mois de juillet 1933. Donc tout va très très vite, tout s'accélère énormément, et le mouvement ouvrier est éradiqué. Il faut se dire que le front unique de lutte, de mobilisation, pas front électoral, front unique de lutte, que l'international communiste stalinisé, que le parti communiste de l'époque a refusé, il a eu lieu de fait et malgré eux, dans les camps de concentration, dans les prisons et dans les cimetières, et dans l'émigration. Les communistes et les socialistes se sont retrouvés balayés, sans pouvoir réagir. C'était le mouvement ouvrier le plus puissant d'Europe et du monde. Donc c'est extrêmement grave en fait ce qui s'est passé à ce moment-là. Ce qui était d'autant plus grave, c'est que même dans les mois et les semaines qui ont suivi, le parti communiste, l'international communiste, a continué sur sa lancée du social-fascisme, a continué à parler de social-fascisme. Alors que vous voyez bien, là, la social-démocratie a été balayée
éradiqué par mise dans l'illégalité, les syndicats, tout. C'est le million d'ouvriers SPD, pouf, à dégager. Soit tu la fermes, tu t'écrases, ou alors tu finis en camp de concentration. Pareil pour tout syndicaliste. Tu te fais assassiner sur place. C'est ça, le nazisme, ce que ça a été. Et donc la théorie du social-fascisme, elle ne tient pas 30 secondes face aux faits. Et malgré tout, je vous ai cité au tout début de l'émission un texte de Trotsky qui s'appelle « Fascisme et mot d'ordre démocratique ». Et en fait, ce texte, il commence où Trotsky cite une résolution de la direction internationale, de l'Internationale communiste, qui dit, qui s'intitule « La situation en Allemagne », et qui dit l'établissement d'une dictature fasciste ouverte, donc l'arrivée au pouvoir d'Hitler, accélère le rythme du développement d'une révolution prolétarienne en Allemagne en détruisant toutes les illusions démocratiques des masses et en les libérant de l'influence de la social-démocratie. À cette époque-là, je crois que le texte date de juin 33, avril 33, quelque chose comme ça, l'Internationale communiste continue de dire que le nazisme joue de fait malgré lui un rôle positif puisqu'il nous libère de la social-démocratie. C'est absolument fou de dire ça. Et comme je veux dire, il libère de quoi, de quelles illusions? Le Parti communiste n'est même plus là pour récolter les fruits des illusions qui n'existent plus. Et cette politique, elle est tellement fausse qu'en fait l'Internationale communiste va finir, et ça sera le Front populaire, on en parlera dans quelques semaines, on fera un truc entier sur le Front populaire, on fera un stream entier sur ça. La politique du Front populaire, c'est la politique qu'a fait le SPD en Allemagne. C'est l'alliance avec la bourgeoisie, le moindre mal contre les fascistes. Et le PC va faire ça en 1936. Alors qu'en 1933, jusqu'à même après que Hitler soit arrivé au pouvoir, il continue dans cette phase, comme dit en effet Matt Bird, d'accélérationnisme. Souvent, j'ai entendu dire beaucoup pendant les élections présidentielles que parce que RP voulait pas voter gauche réformiste, voulait pas voter Mélenchon, voulait pas voter Olivier Faure ou François Hollande, on était accélérationniste, on provoquait la montée du RN. Non, moi je crois que c'est ceux qui continuent à réhabiliter des partis bourgeois dits de gauche, qui de fait peut-être pas accélèrent mais la montée du RN, mais en tout cas freinent la préparation de notre classe à affronter ce qui va arriver, que ce soit par le RN ou que ce soit par Macron. Mais par ailleurs, l'accélérationnisme, ce serait de dire on ne veut pas lutter. Nous, on explique aux gens, au contraire, vous ne vous sauverez pas de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron par les élections. Préparez-vous à la lutte et à une lutte dure pour les chasser du pouvoir, pour gagner sur vos revendications économiques, sur vos revendications politiques, etc. etc. Je ne refais pas tout le topo.